Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch it! Jack Miller nudging him wide as well. The strike of contact. Miller and Mir, side to side. They push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner for Fabio Quartararo to win. And the bar for second is closed, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le débrief de cette première moitié de saison 2022. L'équipe est au complet pour la première fois depuis puisque Pierre nous a rejoint. Oui, j'ai eu des problèmes d'emploi du temps et de circulation parisienne. Et c'est non, comme ça que t'appelles ta Ducati. J'en étais sûr, j'allais la faire. Voilà, non, je n'ai pas eu de problème. Elle a avec été la moto. faite 2 fois, donc. Ah, putain, je n'écouterai pas cet épisode. Ophélie, comment ça va? Eh ben, ça va toujours depuis tout à l'heure. La pizza était bonne? Très. Paul? En pleine forme, effectivement, la pizza était très bonne. Voilà. Ophélie a choisi la meilleure pizzeria de Paris. Pas sûr. T'es pas sûr? Ouais, ça allait. Stéphane, comment ça va? Ça va. Toujours? Toujours. La sauce bière piquante était piquante. Ah bah non, mais toi t'es en moto. La sauce piquante était piquante. Et la bière pas trop parce que Non, tu ça y est, conduis. c'est fini, là. Eh oui, c'est fini. Olivier. Moi, en revanche, la bière, c'est pas fini. Je suis désolé de vous le dire. Ah oui. Parce que je ne conduis pas. Ah, tu conduis pas. Donc, si les commentaires d'Olivier sont approximatifs, vous savez C'est pourquoi. normal. C'est pas la limonade. Donc, on va parler de ce début de saison 2022 qui va reprendre donc les 11 premiers rendez-vous de cette saison. On commence par le Moto 3. Qui veut commencer? Et je crois que c'est Pierre qui avait noté quelques petits commentaires sur évidemment les points forts. Ouais, on peut commencer par les points forts de ce début de saison. En tant que pilote, en tout cas, moi j'ai noté forcément le team Aspar avec les pilotes Izan Guevara et Sergio Garcia, donc qui sont tous les deux en tête aujourd'hui du championnat du monde avec 9 points d'écart. 3 points d'écart, pardon. Clairement, c'était le plus impressionnant en termes de vitesse et de régularité sur ce début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, clairement. C'est même outrageant, hein, cette domination. Ouais, quand même pas. Non, mais de la team, je veux dire. Oui. Enfin, Oh. ça Moi, marche, j'attendais aussi les pilotes IO, mais ça me permet justement de te passer la parole. Mais c'est ça qui est marrant, c'est de se dire que elles sont brandées gaz, mais derrière c'est le KTM, et ils font mieux que IO, et ils font mieux que Tech 3, qui sont les deux teams, on va dire, plus officiels KTM. Ouais. Donc voilà. Chez les officiels, il y a Honshu. Ah oui. Chouchou. Alors, mon chouchou, oui, bah alors il avait très très bien commencé cette saison. Là, on va pas se mentir, hein, ça commence un petit peu Ça se tasse. à se tasser, ouais, comme tu dis. Mais on espère que ça va repartir de plus belle après la pause, qui va lui faire du bien, je pense. Mais en vrai, quand tu regardes les résultats, c'est pas. Enfin, c'est assez cohérent avec ce qu'il a fait le début de saison. Hein. Sur ses dernières courses, il était 5, 7, 9. Et en début de saison, tu regardes, il a fait. Quand tu vois, il y a des moments où il était 14e. C'est pas. Non, c'est pas archi déconnant, mais Ouais, non, c'est clair. moi je veux sa victoire. Après, il est un peu loin quand même, là, à 84 points de la tête du championnat, ça commence à piquer. Ouais, bah de toute façon, il joue pas le championnat, le petit Denise. Ah, qui c'est C'est pas fini, je considère Non. qu'à moins de 100 points à la mi-saison, tout est possible. Mais toi, t'es large au niveau Il des suffit d'un championnats. petit Binder qui fait des petites chutes impromptues. Binder, ils l'ont monté grâce à ses résultats. Ils l'ont monté en MotoGP, c'est plus possible. Laisse-le tranquille. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses de cette Moto 3? Non, mais pareil, une grosse domination à Spa. Ouais. Avec une belle bagarre Guevara-Garcia. Comme on a débriefé tout à l'heure à Steph. Ouais. Après, Garcia, c'est ce qu'on attendait. Hein. La saison dernière, il se blesse. Il doit jouer le titre l'an dernier jusqu'au bout. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Enfin, pour moi, en tout C'est cas. une confirmation C'est sur une cette confirmation, année. voilà. Après, c'est vrai qu'Aspar a un super line-up. Et puis, bon, c'est une équipe expérimentée. Donc, ça m'étonne moins qu'il soit devant Ayo, même si voilà, le line-up Ayo est pas pourri non plus. Hein, mais voilà, moi, en tout cas, je suis content pour Sergio Garcia. S'il n'y a pas de casse d'ici la fin de saison, ça augure de bonnes choses. Ophélie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je suis assez d'accord. Il n'y a pas grand-chose à rajouter avec ce que les garçons viennent de dire sur les pilotes. Moi, je suis team Olivier pour Honshu. T'es Honshu. contente. Honshu chouchou? Ouais, c'est un chouchou. pilote que je trouve très empathique. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais Si, tu l'aimes bien, quoi. ouais, Ouais, je l'aime ouais. bien. Et puis, pour l'avoir vu au Mans, c'est un des pilotes Moto 3 qui est le plus Avenant. avenant. Et le mec, il a toujours le sourire, il est toujours content. Enfin,
c'est un petit soleil dans les Moto 3, donc j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Un petit mot quand même, on l'a pas mis, mais bon, Denis Foggia, on va pas dire qu'il rate son début de saison non plus. Donc on peut dire que c'est un point fort. Il a un peu accumulé de la malchance aussi. Donc, c'est clair, mais il est là, hein, parce que quand tu regardes ses résultats, à part ses 3 chutes, il est très souvent à 20 points, 25 points. Enfin, il fait une victoire. En Espagne, où il était 18e. Ouais. 18e, oui. Mais sa Léopard, sa Honda, elle a une vitesse de pointe impressionnante. Hein, la Léopard, elle est ouf. Hein. Elle va vite. Elle va vite. Au rayon surprise, Pierre. Au rayon surprise, j'ai noté principalement des pilotes qu'on n'avait pas vu venir, surtout des rookies en fait, qui tout de suite arrivent dans la catégorie, ils performent. Alors on se souvient de l'exemple d'Acosta l'année dernière, mais là cette saison, moi j'avais noté Holgado et Salvador qui sont impressionnants. Même s'il y en a qui concrétisent pas toujours, ils ont des vitesses parfois impressionnantes et ils arrivent déjà à jouer dans le top 10. Et vous avez noté d'autres pilotes. Munoz, on en a parlé tout à l'heure en débrief d'Assen, mais pour moi, c'est la grosse surprise de la catégorie. Moi, je le trouve impressionnant parce que pour un mec de 16 ans qui arrive, qui fait 4 courses, qui fait des résultats, il est toujours dans le top 10 et qui mène fort à Assen comme il a pu le faire avant de chuter. Je pense qu'il va falloir le surveiller, vraiment le surveiller et voir ce qu'il va donner sur le reste de la saison. Qui a une autre surprise dans la poche? En bonne ou en mauvaise, les surprises? Pour le moment, on est dans les bonnes surprises. Hein. On n'a pas noté de mauvaises surprises en même temps. Si, il y a des déceptions quand même. Hein. C'est vrai. Il y en a quand même quelques-unes. Ouais, il y en a. On a un bon petit paquet, j'en ai rajouté. Alors, on passe directement aux déceptions. Et là, Ophélie, c'est le drame. Tu veux parler de Carrasco? J'ai des 3 noms que tu as cités, des 3 noms que tu as collés sur le document. J'ai cité, et ça revient un peu avec ce qu'a noté Pierre, il me semble. C'est Carrasco, McPhee et Felon. Felon, je mets un peu d'eau dans mon vin dans ce que je disais quand je dis que c'est une déception, dans le sens où il profite des chutes à Assen, mais il marque quelques points. Il a marqué 3 fois des points, il me semble, depuis le début de saison. Et j'ai l'impression qu'il essaye d'apprendre de ce que font les autres. À l'inverse de Carrasco, qui pour moi est une vraie déception parce qu'elle ne fait rien et qu'à un moment donné, tu peux pas faire une course en étant à 1 minute 10 de la tête. Ça commence à se voir et ça commence à être compliqué pour moi. Et je pense que malgré son passif et sa connaissance de la catégorie, soit il y a un truc qu'elle a pas compris sur la moto, soit elle a pas sa place. C'est un peu tranché. Bah ouais, non mais c'est tranché. Mais après, Carrasco, moi je pense que j'avais des attentes, pas énormes dans le sens où je la voyais pas jouer le titre, mais j'aurais attendu quand même de qu'elle soit dans les 10-15 quoi. Voilà. Au moins dans la première moitié. Et c'est très compliqué quoi. C'est comme tu dis, à plus d'1 minute de la tête sur une course. T'es très loin, tu roules pas quoi. Oui, ça. Enfin, moi j'avais des vraies attentes pour le coup. J'étais comme j'avais dit dans l'épisode de prépa de saison, c'est que déjà c'est une femme en moto, donc j'attendais qu'elle montre un peu qu'on pouvait pour un peu ouvrir l'esprit des personnes un peu archaïques, mettre des femmes dans cette catégorie. Et surtout, après la chute qu'elle a eue au niveau de son dos et la fin de carrière qu'elle a eue dans les catégories précédentes, j'attendais à ce qu'elle revienne en Moto 3 en ayant la rage et en ayant envie de se battre devant. Et là, pour l'instant, à part faire des posts Instagram pour dire c'est une journée de course, j'ai pas vu grand-chose de motivant chez elle, quoi. Donc, Pierre, moi je serais un peu moins dur sur Carrasco. Alors oui, on l'attendait, oui, je suis d'accord avec vous, je l'attendais plus régulièrement dans le top 15, mais c'est depuis son titre en Supersport en 2018 300, c'est vrai qu'il y a eu cette grosse blessure en 2020 je crois, et depuis même en Supersport 300 elle avait gagné qu'une seule course je crois. Depuis peut-être que Stéphane il a des meilleurs souvenirs que moi dans cette catégorie. C'était pas beau. Bref, c'était déjà plus compliqué depuis son retour. On sait qu'elle a failli presque être paralysée, elle a eu plusieurs vertèbres cassées. Donc peut-être que ça joue. En plus de ça, de passer à des motos de série qui sont plutôt en mode chewing-gum et à des prototypes hyper rigides, c'est pas facile. Et ces années Moto 3 entre 2013 et 2015, ça n'avait pas été une réussite non plus. Donc bon, avec le recul, on peut se dire qu'on a peut-être eu trop d'attentes. Mais voilà, elle est là et puis elle prouve qu'elle existe avec ses posts Instagram. Mais ça fait du bien. C'est vrai que par exemple Maria Herrera qui est présente en Moto 8 depuis 3 ans maintenant, si je le dis pas, on sait pas qu'il y a une femme dans le championnat du monde. Donc voilà, à moins Anna Carrasco, on sait qu'elle est là. On sait pas si elle va rester parce que ses résultats ils sont nuls. Elle a fini quasiment dernière à chaque course.
C'est juste dommage qu'on parle d'elle négativement à chaque course. Après, c'est peut-être le niveau Alors, plateau MotoGP, Mais en plateau fait, Superbike. on peut même pas dire que Parce qu'il c'est la n'y a moto. pas de passage de mondial à moto. Enfin, au mondial, il y a très peu de passages de gens qui viennent du mondial vers la MotoGP. Et c'est plutôt l'inverse. Et on voit souvent les différences, en fait. Il y en a plus, les derniers, je crois que c'était Crutchlow et Petrucci qui sont passés de Superbike ou Superstock vers... Non, c'est l'inverse. Superstock, C'est les gens, parce qu'ils n'ont pas de moto. plus de l'ascenseur descente, ouais. Mais on peut quand même pas dire que ce soit son team ou sa moto parce que son coéquipier c'est Minos, quoi. Donc Non, mais c'est un point sur lequel je pense qu'on pourra revenir même en Moto 2. Je pense que c'est une question aussi de filière. Tu vois, Munoz, si je dis pas de bêtises, il arrive du championnat d'Espagne. Et les mecs qui arrivent de ce championnat-là pulvérisent tout en arrivant, quoi. On les dit ils rookies, connaissent la mais moto, voilà. ils connaissent. Alors que, tu vois, pour déborder un peu sur le Moto 2, quand je disais, tu vois, Dixon, moi je suis content de le voir arriver enfin sur un podium, parce que c'est quelqu'un qui, il y a 2 ans, était en BSB. Et sur une Kawa, je crois qu'il est sur la Kawa de la RAF, donc c'était pas non plus une des machines de pointe. Et là, il débarque en Moto 2, il arrive enfin à faire quelque chose. Cameron Bobier, c'est pareil, tu vois. Il a atomisé le championnat américain et il débarque sur une série prototype et finalement, c'est pas si simple, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là, même si je suis d'accord avec toi, ça justifie pas quand même qu'elle soit plus d'une minute du leader à chaque fois, quoi. Le BSB, c'est un bon championnat. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment le côté, je pense, moto de série, passer sur un proto. Ouais, pas sûr que, tu vois, ceux qui font la passerelle du Super Sport Moto 2, visiblement, y arrivent mieux. Alors, est-ce que c'est aussi une question de moteur, de choses comme ça? À voir. Mais c'est vrai que c'est dommage pour une des 2 seules flammes du plateau, quoi. Haute déception, on parle d'un Écossais, McPhee. Qui c'est qui... Moi, je l'ai mis. Ouais, non, mais clairement, on l'a déjà dit l'année dernière, on s'est trompé, mais c'est cette dernière saison, cette fois, c'est vrai, sauf s'il trafique son passeport. Non, il est décevant, il est nulle part. Bon, il a pas forcément eu de chance, toujours. Ça a parfois été compliqué. Il y a eu beaucoup de faits de course en début de saison qui l'ont fait rater des points. Et depuis, j'ai l'impression qu'il est démobilisé. Il a pas la vitesse, il est pas là. Donc, je sais pas ce qu'il fera l'année prochaine, s'il trouvera une place en Moto 2 ou pas, mais ça sent quand même compliqué pour lui cette saison. J'ai noté Massia qui est décevant dans une autre mesure. L'année dernière, c'était vraiment un favori. Cette année, il l'était encore parce qu'il est dans un des plus gros teams du plateau. Mais face au Gaz et à Foggia, il fait pas le poids. Je crois je vais peut-être dire une bêtise, vous me corrigez, il est peut-être pas gagné de la saison. Non, mais alors, moi je l'avais noté aussi Massia, parce que... Si, il a 2 victoires. Et ouais, donc Massia, il peine à passer aux avant-postes de manière franche. Il est quand même 5e au général, c'est pas dégueu, mais bon, il est en Moto 3 depuis 5 ans. Donc, à un moment donné, le cap, faut le passer, quoi. C'est ça, ou faire comme McPhee. Et sinon, je voulais juste parler de Félon. Moi, je l'ai mis dans mes déceptions, dans le sens où c'est la dernière année de contrat qu'il a avec son team. Alors, on sait qu'en Moto 3, comme Anna Carrasco, si on paye, on peut trouver un guidon. Et peut-être que Papa Félon a les sous pour lui trouver un guidon, mais même si je suis d'accord qu'il y a une progression, en tout cas surtout sur les séances d'essai où les qualifs il se montrent, il a parfois la vitesse. En course, il est souvent absent et voilà, des fois il se qualifie bien, il part dans le top 10 et il finit hors des points, c'est pas acceptable, en tout cas pour lui, surtout que son coéquipier fait quand même mieux. Ricardo Rossi, qui n'était pas forcément attendu non plus, mais en tout cas on l'attendait pas, et Ricardo Rossi fait mieux. Il est actuellement 11e au championnat, alors que Félon est 25e. Et oui, Tate, moi je l'ai mis dans les déceptions aussi, parce que il est 9e au général, un seul podium, et je trouve qu'il est quand même vachement loin, Pépère. Et je trouve que moi, Tate, il est arrivé dans la catégorie, excuse-moi de te couper, il y a 3 ans, il me semble. Et je l'attendais puisqu'il avait gagné je sais plus s'il avait gagné le championnat espagnol ou la Red Bull Rookies Cup, mais il a fait les deux, et il avait été très bon dans les deux. Et je l'attendais un peu comme on a attendu, un Munoz cette année ou un Acosta, c'est-à-dire déjà très rapide, et il a mis finalement plus de temps à s'adapter. Du coup, cette année, je l'avais pas forcément identifié de mon côté. Et moi, j'ai mis Mignot, parce que... Mignot. 8e saison pleine, c'est 8e saison pleine, hein. Donc il a déjà fait des wildcards avant. 8e au général, c'est compliqué. Ça va jamais passer le cap, quoi. Ce sera pas le premier Italien. Oui, à plafonner, ouais. Est-ce que ça T'es montre... déçu de Mignot. Est-ce que ça montre pas le niveau global de la Moto 3 aussi, quoi? C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent,
On peut se souvenir d'un Boulega il y a pas si longtemps qui est arrivé en Moto 3. La première saison, il arrive la même année que Quartararo. Ils font tous les deux des bons résultats. Et puis après, Quartararo fait des mauvais résultats. Boulega aussi. Sauf que Boulega, il n'arrive pas à passer le cap et finalement, il vient échouer en Super Sport 600. Alors que Quartararo arrive avec son manager à passer les étapes. Et Boulega, aujourd'hui en Super Sport 600, il fait des podiums. Voilà, donc ils sont quand même très rapides ces pilotes. Mais c'est vrai que le niveau du Moto 3 est extrêmement relevé, quoi. On peut enchaîner sur le Moto 2. Qui veut démarrer avec les points forts? Vas-y, Ophélie. Moi, vous savez de qui je vais parler, de Vietti. Trop facile. Vietti en intraveineuse. Hein. Qui ça? Le meilleur Italien du plateau Moto 2. Non, Vietti pour moi c'est la bonne surprise de la saison, même si on pouvait se douter qu'il était pas mauvais. Je suis très contente du résultat qu'il fait depuis le début de la saison. Il est, j'ai pas les résultats sous les yeux, mais il est quand même assez constant parce qu'il est toujours dans le top 10 malgré 3 chutes, ce qui est pas mal déjà, 3 chutes. 3 chutes sur 11, c'est beaucoup. Ouais. Ça commence à faire. Il fait 5 podiums dont 3 victoires. Ouais, c'est ça. C'est que c'est assez cohérent. Après, c'est ce que je disais dans le débrief d'Assen, c'est que je pense qu'il a eu un petit coup de presse du fait de voir que Fernandez était capable de revenir sur lui et du coup, il avait besoin de se mettre une pression sur ses résultats. Et en ce moment, il n'est pas forcément très bon en qualif. Enfin, il est toujours, il se qualifie pas très bien. Il est souvent 10-15. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il était 11e à Assen. Mais il arrive toujours à remonter quand même assez proprement, comme il l'a fait ce week-end. Mais ouais, je trouve qu'il arrive quand même à se remobiliser sur des courses où il est un peu en dedans. Après, faut qu'il fasse attention parce que derrière ça pousse fort et qu'il y a des gros noms qui poussent. Mais pour moi, c'est le bon nom qui ressort pour moi de ce début de saison 2 avec Canet, que je trouve très fort. Olivier, on n'était pas trop d'accord, il me semble, sur le dernier épisode qu'on a fait ensemble. Sur Canet ou non, ou c'est Cyril, c'est moi, ouais. Oui, J'ai été un peu déçu. Ouais. Mais où tu disais que t'étais un peu déçu, mais pour moi c'est quand même le mec qui se blesse et qui revient, qui fait quand même des bons résultats après une blessure qu'aurait dû prendre. Nous, on est d'accord pour se dire que 6 mois après, on fait pas ce qu'il fait. Ah, mais oui. Et là, le mec qui roule, il roule en moto avec le nez. Ce qu'ils expliquaient ce week-end sur Assen, c'est qu'il a fait rouler ses essais et qu'il saignait tellement du nez qu'il a roulé avec le casque plein de sang. Enfin, c'est qu'à un moment donné, le mec est quand même un peu. C'est ridicule aussi. Un peu con. Ouais. Il a fini ses essais parce qu'il voulait avoir son temps, ce qui est pas déconnant en soi, mais il aurait pu s'arrêter, changer de casque aussi. Et On aurait dû surtout lui interdire de prendre la piste. Ça, c'est encore une discussion qu'on aura tout à l'heure. Mais pour moi, c'est la bonne surprise aussi de la saison parce je trouve qu'il est fort et que malgré les blessures, il arrive à être là et à faire sa place un peu. Et il est 4e au championnat, donc il a 30 points d'écart avec Vietti et Fernandez. Ça joue encore, quoi. Ouais, c'est ça. Il est encore dedans et normalement, si tout va bien et qu'il se reblesse pas pendant la trêve, il va revenir en forme et en bonne condition physique. Donc il y a pas de raison. Et puis les petits trapus, j'aime bien. Ça marque des points. Ça marque des points. Tu voulais en rajouter un petit peu sur Canet? Ouais, sur Canet, moi simplement entièrement d'accord avec Ophélie. Le seul petit bémol pour moi, c'est que justement, il revient souvent après des blessures, etc. Et justement, il se blesse souvent. Donc la longévité, à voir ce que ça va donner, quoi. Oui, j'ai mis les mêmes points forts. Tu voulais Pierre, ouais. Que Ophélie, malheureusement, ou alors je les ai mis avant, elle a copié, je sais pas. Donc j'avais mis Vietti forcément parce qu'il est en tête ex aequo avec Fernandez, donc Fernandez qui est plus régulier. Vraiment, il a eu 3 courses un peu en dedans, mais sinon il est présent. Il a mis un peu de temps à se mettre en route. Et j'avais mis Canet parce que on va dire qu'il faisait des coups d'éclat, mais on n'a pas cité Ayogura qui est quand même 3e actuellement du championnat. Et même si on regarde, c'est le championnat peut-être le plus resserré avec un top 6 qui se tient au moins de 100 points. Moins de 50 points, 49 points. Donc c'est vraiment encore ouvert pour cette catégorie en championnat, même si les courses sont pas très belles. Voilà. Quand tu vois que les 3 premiers ils sont à 1 point, c'est ouf. Mais alors moi pour le coup, je pense que c'est aussi parce que je prends le pli de regarder la Moto 2 un peu plus assidûment. Un peu plus assidûment pour écrire les débriefs et du coup j'ai plus d'intérêt à les regarder. Mais au final, je trouve que quand on se penche dessus, les courses c'est pas des courses MotoGP, c'est pas des courses Moto 3, mais il y a quand même des dépassements qui sont assez propres et t'as quand même des pilotes qui se démarquent d'autres. Et limite, les 2 dernières courses, j'ai trouvé la Moto 2 plus intéressante que la Moto 3.
Oui, mais après, on va pas revenir sur le débat, mais Non. ça reste une catégorie où vu que les motos sont très proches, on comprend pas les tels écarts de performance. Ah oui, ça c'est clair. À part le niveau des pilotes. Ogura, il a été cité beaucoup dans les surprises, Aussi. surtout. Parce qu'il n'était pas spécialement attendu en début de saison. Par contre, effectivement, il a été très performant sur Mais sur c'est ce vrai début, que c'est un pilote qu'on n'attend pas. En Moto 3, il a jamais été un top. Souvent, il a déçu, en fait, on va dire. En Moto 2, il fait une bonne année de rookie l'année dernière. Et il me semble qu'on l'avait signalé. Et puis là, surtout, il se montre leader dès sa deuxième année. Moi, c'est ça qui m'a fait le mettre dans les surprises. Dernière surprise, qui n'en est pas une, mais quand même, parce que on sait jamais quand on passe de catégorie ce qu'il advient, c'est Acosta, quoi. Il a mis un peu de temps à se mettre en route, beaucoup de chutes en début de saison. Et puis finalement, le motocross aura raison de lui. Voilà, c'est le motocross qu'il a eu. Non, mais il avait la vitesse dès le début, ça on l'a vu. Mais c'est vrai qu'il avait un peu de mal à prendre la mesure des pneus et de la moto, peut-être un peu plus lourde, un peu trajectoire différente. Et là, par contre, on voit qu'il est là. Alors, il sera sans doute peut-être pas en lice pour le titre cette année. Et j'espère pour lui qu'il va pas sauter le pas direct en MotoGP. Mais voilà. Je te rassure que KTM, c'est déjà prévu. J'espère C'est la pire idée. Moi, je suis d'accord avec Pierre. J'espère que solution. ça se fera pas parce que ça serait quand même. Là, il commence seulement, entre guillemets, à faire ses marques en Moto 2 et il faut qu'il revienne de sa blessure. Rien n'est dit que tu reviennes au bout de 5 semaines parce que c'est pas une petite fracture qui s'est fait. Et s'il passe tout de suite en MotoGP, ça va faire comme avec Fernandez, comme avec Gardner, ça va être un broyeur à pilote alors que le mec a un talent brut en vrai. Enfin, il y a quand même. Il ronfle même pas. Mais par contre, il y a eu une excellente expression sur le Discord. C'est un broyeur de poussins pour faire des nuggets. Bah voilà, enfin moi ça m'ennuierait vraiment qu'on nous dise ok, il va remplacer Fernandez chez KTM ou chez Tech 3, tu vois, c'est. Non, je pense pas cette année. Mais pas cette année quand même. Là, ils ont line-up plein, hein, KTM en MotoGP. Ah ouais? Je vais pas regarder. Ouais. Ah bah oui, il y a Miller. Oui. Bah, il y a Miller et puis il y a le retour de Paul Espargaro chez Tech 3. Qui est Paul fortement Espargaro pressenti. Le futur champion du monde. Oh là là, ça y est. Tu sais, il faudrait remplir un formulaire quand on vient chez Seki en pôle, tu demandes qui est les pilotes préférés, qu'il y a un peu de cohérence dans ce qu'on... Non. C'est ça qui fait le piment. Oh, je te rappelle qu'il jouait le titre l'an dernier. Hein. Qui c'est qu'il y avait un dernier pilote en surprise? Qui c'est qui l'a mis? Moi j'ai mis Alonso Lopez parce qu'en 5 courses avec Speed Up, il y a de belles choses. Et ça a confirmé en fin de saison. Je le vois un petit peu comme Munoz, hein, c'est-à-dire que c'est des pilotes qui ont pris le train en cours. Et il va falloir confirmer. Ça peut être intéressant justement sur la fin de saison parce qu'il peut prendre de gros points. Ça peut être pas mal. Ouais. Après, au niveau des déceptions, moi évidemment j'ai mis Sam Loves parce que trop de courses, trop de chutes. C'est Trop là depuis longtemps. Ouais. Justement, tu le verrais où si tu le verrais pas en Moto 2? Mais il va aller en mondial peut-être. En mondial quoi? En Superbike. Tu crois, tu le verras en un peu la D2 de la MotoGP, de la Moto 2. Mais justement, lui, avec Moto 2, lui. Mais est-ce qu'il a un niveau? Il pourrait aller en Super Sport. Ou il retourne en BSB. Hein. En BSB. Ouais. Après, en endurance? Non, en BSB. Putain, En endurance, vous t'as mettez raison. partout, les gars. Dans ce cas-là, c'est comme Scooter, BSB. en vrai. Non, après, Non, mais c'est. Ça serait bon, tiens, ça. C'est Miller après son année chez KTM. Sinon, il y a Red Bull qui font des super courses de casse à savon. Peut-être qu'il peut trouver sa place, parce qu'il est bien tombé. Il fait un duo avec Schroeter, comme ça. Ce qui est horrible, c'est qu'il est trop bon, je pense, pour partir dans une autre catégorie, mais pas assez. En fait, il remplit bien le top 10 et de temps en temps, il fait des coups d'éclat, quoi. Mais moi, ça fait partie des pilotes que je supportais à mort. Hein. Mais là, j'y crois même plus. C'est fini, en fait. Il peut pas être régulier. C'est pas possible. Ouais. Et il le sera jamais. C'est ça. Donc, du coup, tant qu'il est chez Marc VDS, le contrat est bon. Visiblement, comme Pierre disait, c'est une histoire de famille et de couple. Voilà, c'est ça. L'équipe est bonne. Tant qu'il ne te vire pas, reste-y. Hein, t'aurais tort de partir. Il donne un petit peu d'argent, c'est pour ça aussi. Non, mais pour remonter sur Sam Lowe, il avait joué le titre en 2020. Malheureusement, 2 courses avant la fin, il se blesse. Pas de sa faute. Et voilà, il rate le coche, même s'il revient bien sur la fin de saison. 2021, on l'attendait beaucoup et il était éclipsé par Rolf Fernandez et Rémi Gardner. Et là, cette saison, pas de chance, pas dans le rythme, intermittent, donc c'est pas... Voilà. Après, il peut faire une Sandro Cortese, hein, partir en super sport, comme tu l'as dit, Stéphane, et tout éclater. Hein. Ça peut. Ouais. Pas un pilote nul, c'est juste que là, dans la Moto 2, il plafonne.
Romano Fenati quand même, grosse déception. Ah bah. Il y en a qui l'attendaient pas. Moi, je me suis dit bon, et c'est sa chance. Et enfin, il revient en Moto 2. Et puis au final, viré au bout de quoi, 6 courses, ou 7 courses. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Il a un peu un karma de merde. 6 courses, ouais. Mais pour une fois, bon, à part ces résultats qui étaient pas bons, il avait rien fait. A priori, c'est pas son comportement. Tant qu'il a joué qu'avec ses leviers. Voilà. C'est ça. Mais voilà, à chaque fois on lui tombait dessus, il est caractériel, il réagit quand on le provoque à faire des trucs débiles. Bon, bref. Mais là, clairement, c'est juste ses résultats et virer au milieu de saison, moi j'aime pas. De toute façon, les teams qui virent les pilotes en milieu de saison, c'est pas correct. Non, c'est pas réglo. Après, c'est une histoire de karma. On parle rapidement de Moto-E ? Ouais, rapidement. Ouais, très rapidement, bah. J'ai même pas. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est fini. Qui regarde la Moto-E à part Pierre et toi de toute façon? Ah, il y a Paul. J'avoue, quand je peux, Quand tu peux. Paul, il regarde pas la Moto 2, la Moto 3, mais il regarde la Moto-E. Quand j'ai le temps, je travaille. Elles sont courtes les courses, donc. C'est vrai que c'est le durée d'une qualif MotoGP, c'est le durée d'une course. Non, parce que c'est une catégorie, j'y croyais à mort. Hein. Bon, je crois un peu, moi. Ouais. J'attends la prochaine Ducati maintenant. Complètement. En tout cas, on peut dire qu'il y a quand même des courses intéressantes, des pilotes comme Agarter ou Granado qui font le spectacle devant. Et comme on l'a vu sur la première course à la Seine, alors je sais pas ce que tu as dit sur le précédent podcast, c'était ce que tu as dit. C'était quand même beau. Ouais, c'est une très belle course. S'il y a une course à voir, c'est celle-là. Après, moi je trouve que c'est effectivement, on fout plus de courses comme ça. Et parce que effectivement, ça on l'a dit dans le débrief d'Assen, et Garter et on va dire les 3-4 pilotes qui sont devant, ils sont en train vraiment de prendre la mesure du fonctionnement spécifique d'une moto électrique. Et bah du coup, ils font le spectacle devant à 3 ou 4 et c'est intéressant parce que effectivement là dans ce cas-là, les motos elles sont 100% identiques. Donc bah il y a du spectacle devant. Voilà. C'est pas comme en Moto 2 où je pense qu'il y a encore des différences de châssis entre les derniers qui vont choper les derniers châssis Kalex et d'autres qui vont choper les Kalex de l'an dernier. En Moto-E, c'est tout le monde a le même. Donc là, c'est cool. Voilà. Et bonne nuit. On va passer au MotoGP. Alors là, pour le coup, est-ce que vous voulez qu'on fasse team et pilote tous? Ça risque d'être long. Bah, c'est que faut passer sur certains. Ouais. Vraiment. Bon. Il y en a où il n'y aura pas grand chose à dire. Ouais, à Suzuki, on va pas disserter des heures. Alors c'est ça qu'ils sont pas les prochaines. Suzuki LCR. Je pense qu'on peut le faire quand même parce que Pierre il s'est embêté à nous faire un beau conduit. Exactement. Donc on va commencer par Aprilia, l'équipe, la moto et la parole à Pierre. Bah, je pense que tout le monde dit que c'est une grosse et belle surprise. Enfin, surtout clairement. Que c'est la première année où Aprilia se sépare de Gresini, donc ouvre sa structure officielle. Donc on se disait, est-ce qu'ils vont réussir, parce que Gresini a l'expérience, etc. Et bah oui, ils font une très belle moto. Ils ont un team excellent, ils ont un esprit de famille apparemment entre les pilotes. Ça marche très bien. Et puis, bah, grosse surprise et bravo à eux. Ouais, ça marche et c'est régulier en plus. C'est pas juste un coup d'éclat début de saison. Je gagne 2-3 courses et je fais plus rien, c'est que là, ils commencent à compter sur eux pour le championnat du monde. Quoi. Ils sont tout le temps là. Stéphane, ouais. Et d'ailleurs, je voulais dire, ils sont tout le temps là, ils n'ont pas fait qu'une bonne moto en début d'année. Aux essais post-Catalogne, ils ont amené un nouvel package aéro, là, qu'ils ont ensuite amené en Allemagne et à Seine. Apparemment, ça marche tonnerre, quoi. Donc, c'est de la faute des ailerons, ils le disent tous. Ah oui, c'est les nouveaux ailerons, mais voilà, en tout cas, ils continuent d'innover et ça, c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, ils étaient un peu en embuscade. J'ai l'impression qu'Espargaro, il était en embuscade sur son Aprilia, il est arrivé d'un coup, il a dit c'est bon, je suis installé les gars, surprise, maintenant qu'on n'a plus de moto en plus, avec notre nombre de victoires, j'ai plus le temps. Ouais, puis moi j'aime bien parce que je trouve que c'est les petits poussets, tu sais, pour les écuries d'usine, ils ont quand même beaucoup moins de moyens que notamment l'armada autrichienne, et pourtant ça fonctionne. Donc moi j'aime bien l'esprit, et puis c'est quand même une marque qui est mythique, hein, ça a marqué les grands prix notamment en 2,5, donc non c'est top. Moi j'aime beaucoup cette équipe. Ça fait une nouvelle marque aussi aux avant-postes. Ça change de Yamaha, Honda, Yamaha, Ducati. Ça a été les derniers à avoir leur concession, enfin à perdre leur concession justement, mais ils ont quand même des résultats qui sont très francs, quoi. Ça les a pas handicapés. Ça discute pas, ouais. Le KTM par exemple, quand ils ont perdu leur concession, c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier? Non, je vais totalement dans ce sens-là. C'est intéressant de revoir Aprilia au top, de voir Aprilia au top, une nouvelle marque, comme tu dis, Paul, avec pas beaucoup de moyens, donc c'est la preuve que en étant une équipe artisanale, on peut performer dans cette compétition. Donc c'est
c'est plutôt intéressant. Après, c'est un travail de longue haleine, quoi. Les gars, ils sont pas arrivés comme ça au bout de 6 mois, boum, je te mets du podium. Non, ça fait des années qu'ils y travaillent. Donc, mais c'est bien de voir que le travail paye, quoi. Qui veut glisser un petit mot sur Vignales? Bah, je commence. Moi, j'avais noté qu'il avait pas la moyenne, mais ça, c'était avant Assen, donc voilà, il m'a fait mentir. Non, vraiment, un début de saison compliqué. En fait, je considère qu'il avait quand même pu rouler sur la moto fin de saison dernière, donc il a quand même, pour moi, mis du temps à se mettre en route. Ça fait là plus de 14-15 courses qu'il fait sur la moto. Il y a qu'à Assen qui se montre. En Allemagne, il était bien. Il était quatrième. C'était déjà une belle course. Moi, j'attendais une confirmation à Assen et je l'ai eu. Ça a toujours été un pilote rapide. Après, on sait que c'est le mental qui, à un moment donné de la saison, peut pêcher, suivant des circonstances qu'on a du mal à cibler d'ailleurs. Bon, à voir. Mais en tout cas, il fait sa superbe course à Assen et il n'y a rien à dire. À confirmer? Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Pour moi, c'est Vignales. Pour moi, sur le papier, il est plus talentueux que Espargaro, qui est dans le même team que lui. Je dis pas ça parce que j'aime pas beaucoup Espargaro. Je dis juste que comparé à Espargaro qui est en face de lui, il commence à faire des choses avec la moto qu'il découvre que depuis la saison dernière. Enfin, il a un talent de pilotage, il a une manière de piloter qui est quand même très propre et qui est propre à lui. Donc pour moi, je pense que c'est le pilote côté Aprilia auquel il va falloir faire attention, parce qu'une fois qu'il aura la même connaissance de la Aprilia que Espargaro, s'il arrive à prendre des bons départs et qu'il arrive à mettre de côté son mental qui peut être parfois un peu bancal, je pense capricieux. Un peu capricieux et un peu bancal, hein, pour le coup. Je pense qu'il va faire des belles choses et ça va être intéressant à voir. Mais pour être un bon pilote, faut pas être que bon sur la piste, faut être bon dans sa tête, et lui, il est jamais bon dans sa tête. Il avait une moto champion du monde, il a jamais rien fait. On y croyait avec son bébé, hein, mais donc je pense que chez Aprilia ça fasse mieux, et puis à un moment, le mérite revient à Aleix. Espargaro et pas Vignales. C'est Aleix qui a fait la moto depuis 5 ans, c'est pas Vignales. Mais Espargaro le dit lui-même, Vignales est meilleur que moi, c'est juste que moi je connais la moto. Comme ça, moi, lui, il se dégage tout sur l'autre, et moi, j'ai plus de pression. T'as vu, je t'avais dit. Je trouve que le gros intérêt de voir Vignales commencer à avoir des résultats probants sur Aprilia, ça permet justement d'entamer le révélateur. C'est-à-dire que avant, effectivement, il avait une moto championne du monde, il l'a bien exploité sur quelques courses où il a fait des bons résultats, mais il n'a jamais concrétisé. Et là, il a rien concrétisé, il a fini 4e. Non, mais justement, moi, c'est le début. Parce qu'il y a des gens qui se bugent devant. Après, moi, je trouve intéressant le fait qu'il confirme que c'est une moto qui marche. Et même Vignales qui peut prouver qu'à l'Aprilia marche, c'est déjà notable en soi, quoi. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Olivier, là, c'est Razlan Razali, le patron des RNF, qui est content de voir que la moto marche avec quelqu'un d'autre qu'Aleix Espargaro. Ça le rassure pour l'année prochaine. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il a des Yamaha, il n'y a que Quartararo qui arrive à la faire marcher. C'est comme la Honda avec Marquez. Il véhicule lui qui va la faire marcher. On va y venir à Honda et Yamaha d'ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que pour Vignales, il faut accrocher 3 à 5 podiums sur les 9 dernières? Ou c'est trop? C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est trop. Je pense qu'il les aura pas. 3, 4, 5, top 5. S'il joue top 5, top 10, top 5, déjà qui joue top 10 sur toutes les courses et top 5 quand il est en forme, ce serait bien. Top 5 sur la moitié des courses qui restent, ouais. Top 5 s'il finit pas par terre. On sait que... il chute peu quand même. J'ai été très critique envers Lorenzo. On sait qu'il faut bien 1 an et demi pour s'adapter à une moto différente. Surtout venant de la Yamaha. Donc, voilà. On parle rapidement d'Aleix, Espargaro aussi. Lui, c'est la surprise. Alors, pour le coup, lui, il joue vraiment le titre. Donc, la vraie grosse surprise. Après, alors moi, c'est son frère que j'encadre pas, mais lui, c'est un juste retour des choses pour les années où il a galéré. Donc, en CRT, etc. Voilà, c'est ça. Il était temps d'en gagner une, c'est bien. Après, il a donné pour Aprilia. C'était un pari à l'époque, ça a bien fonctionné au final. Donc, c'est bien que ça se concrétise. Après, on verra s'il peut aller au bout. Voilà, rien de plus. Hein. C'est la surprise de l'année, en fait. C'est ouf de se dire qu'il joue le championnat. Enfin, qui aurait parié là-dessus au début de saison, quoi. Moi, j'ai parié Bagnaia. Moi aussi. C'est pas fini. Ça, t'as pas le choix, c'est le tatouage qui veut ça. Moi, j'ai noté jusque-là quand même peu de faux pas. Il y a juste aux États-Unis où il fait 11 et en Indonésie où il fait 9. Et sinon, comme vous, il est en ligne pour contester le titre de Quartararo. Et quand tu vois ce qu'il nous fait à Assen. Oui, à Assen, oui. Là, c'est la fin de mi-saison, la fin de première moitié de saison où il met tout le monde d'accord, quoi. Il dit non, mais les gars, ok, je descends 15, je finis 4.
Après, peu de faux pas si t'oublies le fait qu'il s'arrêtait un tour avant la fin de Et course. ben même là, il fait 5. vrai, ouais. Même là, il Ouais, fait 5. mais il fait 5, mais En fait, c'est une grosse. Il limite était la deux. casse, quoi. Oui, juste pour revenir sur Aleix Espargaro, la reprise se fait à Silverstone cette année et pas au Red Bull Ring. Ouais. On sait que l'année dernière, il a fait son premier podium avec Aprilia à Silverstone. Donc, sérieux candidat pour la victoire là-bas aussi, à voir comment il se passe la reprise. Ça va être costaud. Mm. On passe au Ducati avec quand même 8 pilotes. Donc, on commence par Bagnaia. Juste sur la Ouais. moto vas-y. et les équipes. La moto, on peut dire vraiment que cette fois, je pense que c'est la meilleure moto du plateau pour les rookies. Avant, ça a été longtemps la Yamaha. Mhm. Mais là, quand on voit les résultats de Bezzecchi, Ah, Di Antonio, même Marini, Martin, Bezzecchi l'année Tout dernière. le monde a réussi à l'emmener. Tout le monde a réussi à l'emmener, donc déjà c'est une bonne chose. Après, du coup, les pilotes se cannibalisent un peu les points. Ça, c'est le. Ça, c'est c'est le point. C'est le revers de la médaille. C'est Quoi. ça. Ouais, mais ils se prennent pas trop des points au championnat du monde parce que quand Bagnaia tombe, c'est un autre qui prend. Donc ça oui, mais- pique des points Quartararo quand même, que ça soit quelqu'un. Tu vois, au Mans, Bastianini double Bagnaia tombe. Ouais. Combien de points il a perdu Bagnaia 20 points, 25 points. Voilà. Bah justement, parlons de Bagnaia, qui a quand même fait un début de saison. Moi, j'ai mis 3 victoires. Beaucoup de points de retard quand même, il y en a 66, mais bon, ça joue encore. Hein. Il avait fini fort l'an dernier, donc il va falloir encore faire mieux cette année. Je sais pas combien il avait d'écart l'an dernier. Je sais pas, mais là le problème c'est sa constance qui pose problème. C'est ça. Son nombre de victoires, heureusement qu'il gagne en Allemagne. Non, qui gagne à Essen, je suis bête. Il est hyper rapide, souvent maintenant là, aux essais, au libre et au qualif, il est devant, il est au-dessus. Mais en course, c'est pas toujours facile à concrétiser. Il se déconcentre et c'est insuffisant vu le statut qu'il a dans le team usine Ducati, quoi. Bah, c'était un peu le prétendant cette année. On le voyait tous mener le championnat haut la main. Bah, justement, est-ce que, Surtout vu la fin de saison. Ouais. est-ce que vous pensez pas que C'est un peu la déception. la deuxième moitié de saison peut pas renverser un petit peu ce. Je le trouve ce- qu'il est un peu cette comme année-là. Vignales parce que t'as l'impression que Oui, il peut vite. Il peut- rythme moins quand même. Il est plus rapide. Bah, dans l'avant-dernier GP où il tombe tout seul à 10 km/h, bon. Mais Ouais, c'est ça le. Ou quand il arrive pas à récupérer Quartararo qui tombe parce qu'il a un excès de folie là dans sa tête. Je pense que ça va être compliqué pour lui d'être aussi bon en deuxième partie de saison cette année que l'an dernier où il était vraiment stratosphérique. Réussir à Il y a plus de réitérer concurrence aussi cette année, tu il y a penses encore plus de concurrence. Il y a Aleix avec lui. Il y a peut-être Zarco éventuellement qui peut piquer des points aussi. Le problème de Bagnaia, c'est pas sa vitesse, c'est la régularité des autres aujourd'hui. Il a du retard, donc il faut que Aleix Espargaro ou Fabio Quartararo ou les deux manquent de régularité sur la deuxième partie de saison et ça, c'est pas gagné. Est-ce que c'est pas son équipe le problème? Souvent, c'est vrai que l'équipe officielle, c'est un problème par rapport aux équipes satellites. Hein. Tu vois, aujourd'hui, c'est Zarco le meilleur Ducati. Et souvent, c'était. Mais on peut reprocher beaucoup de choses à Ducati. Après, bon, je serai pas objectif, hein, mais C'est bien de le reconnaître. Quand il gagne le titre Stoner, il y avait que lui qui savait conduire cette machine. D'ailleurs, derrière, il y a Rossi qui est passé là et il s'est cassé les dents dessus la machine. Et après, Ducati a dit bon, on va faire, au lieu de faire une moto pour un pilote, on va faire une moto pour tout le monde. Et aujourd'hui, ils arrivent toujours pas, même avec cette logique-là, de gagner un titre. Donc, Et 8 pilotes. ouais, il y en a 4 qui jouent championnat. Oui. Grésini, mais Ver, attends, 46, ils gagnent 4 pas. championnats qui jouent, enfin 4 pilotes qui jouent le championnat, c'est énorme quoi, Oui. pour un constructeur quoi. Oui. C'est le seul. Mais au bout d'un moment, il Mais de va toute falloir façon, choisir l'œuf quoi. Si Zarco ou Martin aujourd'hui, c'est pas possible, mais gagnent le championnat, ça n'ira pas à Ducati officiel. Eux, ils veulent que ce soit un Oui, pilote. il veut que ce soit un rouge. Pourquoi ils ont pris Miller alors? Pour, Parce que Bike justement, EP, on en parlait, Bagnaia. Miller, c'est le gars sympa. C'est Ouais. vrai qu'il est sympa. Pour moi, Miller, c'est le parfait. Ça serait, parce que c'est pas le cas, ça serait le parfait pilote secondaire s'il était plus rapide. S'il était capable d'aller se battre devant. C'est vrai qu'ils se traînent. Bah, c'est pour Non, ça mais- que Bagnaia aime bien être avec Miller. Alors franchement, c'est parce que vous voyez pas la Il tête fait de pas Pierre devant, mais faut rien dire de mal sur les Ducati. Non, mais il pourrait Non, être plus compétitif. Pour être plus pour, régulier, voilà, surtout. Il pourrait piquer des points aux autres pour que Bagnaia soit pas si détaché au championnat. exactement. Mais je trouve qu'il a quand même été souvent sur le podium Non, pour mais il assurer est- des doublés. Clairement. Non, mais oui, mais il y a c'est pas une parfois où tanche, il hein. pourrait, il Trois pourrait podiums. être un peu plus incisif sur sa manière d'aller défendre. Mais après, pour moi, il va finir sa saison avec seul but de faire quelques podiums pour dire ok, j'en ai fait quelques-uns au cas où j'en fais plus chez KTM, ce qui est fort probable.
et juste être là pour dire ok, Bagnaia, je bloque un peu si quelqu'un vient de l'embêter, mais comme il a fait l'an dernier en fait. Pour moi, c'est vraiment le pilote qui est juste là pour être sympa et pour. Il est bon. Est-ce que t'es pas en train de dire en décodé que s'il était plus rapide et plus constant, ce serait lui le pilote numéro 1 ? Non. Mais je vais me faire tacler par Pierre. En fait, Non. Après, Ducati et les pilotes australiens, c'est une longue histoire. On se souvient de Troy Bayliss, Roy Corser, Stoner. Voilà. Bon, ça se tentait. Ça, c'était poster, donc. Non, mais ça n'a pas toujours. Voilà, Miller, c'était un pilote rapide. Il a eu des victoires l'année dernière. Cette année, il en a toujours pas. Ça suffit pas pour être champion du monde aujourd'hui. Ouais, mais je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que pour moi c'est le pilote sympa, copain de Bagnaia. Après, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On se souvient aussi de l'exemple où ils ont mis 2 pilotes rapides à un moment donné dans l'équipe officielle chez Ducati avec Dovizioso et Lorenzo, et le climat entre les deux faisait que on parlait plus des problèmes qu'il y avait entre eux que de la course. Donc, là, ils mettent 2 pilotes qui s'entendent très bien et on n'est pas content non plus. Donc, si, moi je suis content. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, il y a peut-être aussi la pression de l'équipe officielle qui joue un peu dans le sens où. Pas de pression, parce que... dans le sens où, quand t'es en équipe, enfin, chez Ducati notamment, t'es obligé de performer quasiment parce que derrière, il y a quand même du monde qui pousse. Et quand tu vois que la saison a pas encore commencé, qu'on parle déjà de la place de Miller qui est vacante, la saison a pas commencé. Du coup, tu commences la saison en sachant déjà que t'as 2 mecs qui veulent, enfin, un mec à l'origine qui veut ta place, qui va potentiellement l'avoir. On parle de Martin. Au final, t'as Bastianini qui fait un début de saison. Voilà. Tony Truant, du coup, on te dit bon, ben finalement, c'est pour lui. Et maintenant, il y a Bezzecchi qui commence à pointer le bout de son nez. Il manque plus que Di Gianantonio finisse par être régulier et ça devient compliqué. Donc, mais là où c'est pas juste, c'est que pour l'instant, pour moi, le meilleur c'est Zarco. C'est vrai. Donc c'est lui qui mériterait la place. C'est le pire, c'est que tout le monde dit. C'est qui le meilleur, Bastianini ou Martin ? Bah non, c'est Zarco. Ouais, je suis désolé. Et les 2 autres, ils sont à la ramasse. Et oui. Alors, à la ramasse, je tempérerai un peu. Mais il est comme au championnat par rapport aux voitures. Ouais. Mais effectivement, on va parler de Zarco. 4 podiums quand même depuis le début. Il partirait mieux. Moi, je pense que je l'ai déjà dit, pardon, mais je pense que Zarco, il est très bien chez Pramac, il a aucune raison d'aller dans la team usine. Je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde se fait à l'idée qu'il restera chez Pramac et qu'on parle même pas de lui pour aller dans la team usine parce que. Surtout qu'il a un contrat, ça l'intéresse pas de ouf. Il a un contrat avec Ducati officiel, enfin, il est pas sous contrat Pramac. Il a, oui. Et justement, est-ce que pour lui c'est pas, moi ce qui m'a étonné effectivement au début de saison, c'est le choix qu'a fait Bagnaia, donc de prendre un moteur, on va dire 2021 amélioré et de laisser Pramac avec un full package 2022. Et on voit que Zarco, le gros intérêt, c'est qu'il a pris le moteur 2022, Zarco et Martin, si je me trompe pas, et eux, ils l'ont poussé et je trouve qu'ils montrent une autre voie de développement. Et c'est ça qui est intéressant justement chez Ducati, c'est que, ok, il y a beaucoup de pilotes performants, mais ils ont des voies de développement sur la machine qui sont des fourches que d'autres constructeurs n'arrivent pas n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas assez de pilotes performants, ils n'ont pas assez d'équipes performantes pour pousser ces développements. Et le gros intérêt, c'est que peut-être qu'en 2023, Bagnaia prendra le moteur là où Zarco et Martin l'ont emmené, quoi. Ouais, mais t'imagines, là, chez Ducati à Assen, donc t'as Bagnaia qui termine premier, Miller il termine 6 ou 5, je sais plus. 6. Mais bon, dans un pouillem avec le 4e. Donc ils ont une GP21 améliorée. T'as Bezzecchi qui a une GP21 qui termine 2, mais Di Gianantonio termine nulle part. Et t'as 3 GP22, Marini, Zarco, Martin, c'était très compliqué. Ouais, Donc comment tu tires les cheveux avec ces données, quoi? C'est quelle la meilleure? C'est que les GP22, full GP22 que tu vas quand même avoir des pilotes comme Zarco, Martin. Martin, il est un peu plus jeune et il a pas l'expérience aussi de tous les circuits. Mais Zarco, il a l'expérience de plusieurs circuits, plusieurs machines. Et lui, il va peut-être pouvoir dire, à Assen, il s'est passé ça. Qui s'est pas passé l'an dernier avec ma GP 21. Et c'est ça qui est, à mon avis, intéressant. Et c'est aussi peut-être le côté pervers de la chose, d'avoir beaucoup de pilotes sous contrat usine avec des packages différents, c'est que mais au moins, ça peut t'amener sur des potentiels développements intéressants. Après, tu peux te foirer sur une course. De mon point de vue.
Mais je rejoins Stéphane, hein, c'est vrai que Zarco, c'est un peu le seul, à part la dernière victoire de Bagnaia qui a un peu rattrapé, c'est le seul à la hauteur aujourd'hui du trio de tête, enfin il fait partie du trio de tête, grâce à la régularité qu'il a. Malheureusement, il manque cette chose qui fait que c'est un vainqueur en MotoGP. Je sais pas s'il l'aura parce que clairement... C'est très difficile de Après, gagner à trop lui dire aussi, c'est je pense chaud. qu'au moment, il faut aussi que Ouais. les gens ils le lâchent en fait. Bah, justement, il y a eu quand même un changement au niveau de reconnaissance au niveau international, où depuis, on va dire, 2-3 mois, il commence à avoir un rayonnement, c'est vite dit, mais il commence à avoir La popularité. Ouais. Hein ? La popularité. La popularité et la crédibilité. Les gens sont en train de se dire, Miller, ça marchera pas. Martin, c'est compliqué. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais c'est compliqué, même pour sa deuxième saison. Bastianini, ça a été flamboyant, mais c'est compliqué. Et par contre, Zarco est tout le temps là. Après, moi, je suis d'accord avec Stéphane sur ce truc de tout le monde lui parle de sa première victoire. Et ça, c'est un peu annexe aux courses et au pilotage. Mais c'est un truc qui revient souvent chez des pilotes où j'ai l'impression qu'on casse un peu un truc chez un pilote avec toute la pression médiatique qu'il peut y avoir autour d'eux. Ça a été le cas avec Fabio lors de sa première saison où c'était un enfer. Et même avant, dans ses précédentes saisons, dans les petites catégories, il le disait qu'il a eu une année où c'était très compliqué. Ça a été le cas avec Felon en début de saison où c'était un enfer parce que tout le monde disait Felon, fils 2, n'arrive pas à concrétiser, c'est un enfer au point que tu le voyais plus nulle part sur les médias parce qu'il avait arrêté de communiquer. Et Fabio, c'était pareil quand il arrêtait de parler aux médias en début de course. Et j'ai l'impression que ça rajoute un truc où les pilotes, du coup, même si ça fait partie de leur contrat, ça fait partie de leur travail de donner du contenu aux médias et de communiquer. La communication fait partie du métier. Ouais. J'ai l'impression que vraiment toute cette com autour en disant il va mettre sa première victoire, enfin foutez-lui la paix à un moment donné. Moi j'ai trouvé ça presque gênant tout le blabla qu'il y a eu autour de Hassen. Oui, c'est en fait ses dernières courses, il a fait 5-4-3-2, ça veut pas dire qu'il va faire premier et c'est pas en lui rabâchant 12 fois par semaine qui va faire premier en fait. Mais tu peux être bon et jamais gagner de course, c'est pas grave. C'est ça, regarde Mir, l'année où il a gagné son podium. Il a fait qu'une victoire. Ouais, c'est ça, et puis il l'a gagné une fois qu'il avait son titre. Donc il y a un moment donné, sois régulier, marque des points et on verra, mais je pense que ça joue aussi sur lui et sur sa saison. Si, moi je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, alors peut-être qu'on devrait en faire moins, mais pour moi, s'il veut asseoir une réputation un statut, un statut de challenger pour le titre, il doit gagner une victoire. Aujourd'hui, chez Spargaro a eu cette pression, je suis d'accord avec toi. Et une fois qu'il a eu cette victoire, tout le monde le prend candidat crédible. Miller est la même chose. Alors, il avait gagné une victoire il y a longtemps sous la pluie. Ouais. Il a dû gagner l'année dernière sur le sec. Pour dire ok, bon, c'est un pilote sérieux et il mérite d'être dans le team officiel. Et tant que t'as pas cette victoire, t'as pas la légitimité. En plus, Zarco, c'est pas un bon communicant. Alors, c'est un mec très sympa par ailleurs. C'est pas un bon communicant. Donc, tout ce qu'on voit comme article sur lui sur Internet, c'est juste des journalistes qui écrivent. C'est pas lui qui fait sa com. Donc, en gros, on voit que quand est-ce que Zarco va gagner 5-4-3-2-1, ça y est. Et je pense que nous, c'est un peu. Moi, sur Zarco et Corta, j'avais l'impression que c'était omniprésent aussi parce qu'ils sont français et que du coup, nous, on est bombardés de médias français et qui sont très chauvins. Et tu l'entends de toute façon dans les débriefs de course. Moi, on regarde pas forcément tous de la même façon, mais moi, les commentaires que j'entends pendant toute la course où oh mon Dieu, Zarco va faire ci, va faire ça, en fait, ça devient lourd à un moment donné et t'entends plus parler d'eux. Après, je suppose qu'en Espagne et en Italie, c'est la même chose pour les pilotes, mais vu qu'ils sont plus sur le plateau, c'est moins centré sur une personne en particulier. Je suis sûr qu'en Allemagne, Stéphane Bradel, il a la pression pour gagner une victoire. Ah c'est sûr. Et puis Schroeter, ils ont un fan club au bord des pistes, au bord des bacs et graviers, c'est connu. On passe de l'autre côté du box avec Martin, qui a quand même fait 2 podiums, mais 5 DNF. Donc c'est dur. Hein. C'est dur dans quel sens C'est dur alors qu'il avait quand même... il nous avait quand même laissé des bonnes impressions la saison dernière. On s'était dit, tiens, l'année prochaine, ça va être un candidat pour le titre ou au moins un candidat pour des podiums réguliers. Un candidat pour l'équipe officielle aussi, oui. Et en fait, alors on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas, mais il y a peut-être un truc qui s'est passé dans sa vie perso, j'en sais rien, mais là, il n'est pas dedans, quoi. Et ça me fait presque de la peine parce que c'est un gamin qui a du talent de fou. Est-ce qu'il travaille assez ? Peut-être pas, parce que le talent, ça fait pas 100% du... Est-ce que c'est lié au fait que Bassini est pressenti chez Ducati, du coup, s'il a mis un coup derrière la tête ?
Bah, c'est Bastianini qui a fait le meilleur début de saison. Première course au Qatar, Martin il est pas dans le coup, d'accord, mais il se fait faucher par Bagnaia et c'est Bastianini qui remporte la victoire. Donc en plus Bastianini a la chance d'être italien, donc pour un constructeur italien ça compte. Ça a peut-être mis un coup à la tête. Après il a été blessé, même il a roulé. Enfin quand je dis blessé, c'est il a roulé avec le syndrome des loges. Il a été opéré, il s'en est toujours pas remis. Donc la pause estivale va lui faire du bien. Après il s'entend bien avec Zarco, donc c'est pas non plus mal, surtout que je pense que si dans le team officiel ce sera qu'un an, c'est pas non plus mal que s'il reste chez Pramac un an de plus, je vois pas où est le problème. Non, c'est clair. Et puis ça fait pas 15 ans qu'il est là non plus, il a encore le temps de faire ses preuves. Après moi, ce que je m'étais noté, c'est qu'une blessure par saison, ça commence à faire beaucoup. Bah ça, après tu choisis pas. Non, c'est sûr, mais c'est un truc qui fait que t'as des pilotes. Ça t'aide pas dans ta progression, on va dire dans la linéarité de ta progression. Quoi. Oui, puis t'as des pilotes qui se blessaient trop pour au final faire des résultats, même s'ils avaient le talent. Tu prends Pedrosa, il était très bon, mais il faisait que de se blesser, donc à un moment donné... C'est la faute à la Honda. C'est la faute de la pression des pneus et des ailerons. Ça dépend pour qui. J'ai de l'urticaire. On va parler de Luca Marini. Donc moi j'avais noté quand même une belle séquence. Misano, Barcelone, Allemagne où il fait 6-6-5. Il se monte devant et il faut y arriver régulièrement. On va dire l'année dernière, moi j'étais un peu dubitatif pour son année de rookie. C'était, je dirais pas déçu, mais j'ai trouvé qu'il en manquait un petit peu. Et effectivement la séquence dont je parle. Quand on fait une, bon, ça peut être un coup de pif. Quand on fait 3 de suite, ça commence à être probant. Et c'est pareil. C'est pour moi, je le place dans ceux qui doivent faire une deuxième partie de saison. Pareil, régulièrement dans le top 10, parce qu'il n'a pas une moto non plus facile. Je pense qu'il n'a pas tout le soutien de Ducati Usine, mais il a quand même un package de l'année, donc qui est performant. Enfin, toutes les Ducati sont performantes. Et je pense que Marini, il est à une fourche où il doit prouver que c'est plus le frère de quoi. Juste 2 points sur Marini. Déjà, il se qualifie pas très bien et ça ampute la plupart de ses courses. Et d'ailleurs, ça a joué sur. Tu dis qu'il a fait une très belle séquence et à Assen, Mir lui percute en tout début de course, qui lui enlève un aileron et ça lui empêche de faire une course correcte. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que il se montre. Ouais. Après, il a pas la flamboyance de son demi-frère. Donc de là on ramène 9 à la maison. Il y a beaucoup d'Italiens sur le plateau, tu vois. Ouais. Et c'est difficile quand tu es face à un Bezzecchi ou un Bastianini qui ont une telle joie de vivre, qui te la communiquent et que tu dis ils ont l'air cool comme gars. Et Marini t'arrive et sérieux, appliqué. Mais bon, ça donne pas envie de le soutenir plus que ça. On passe à Bezzecchi. Alors là, évidemment. Et j'aime bien Marini. Ophélie. Moi, tu me tacles direct avec les Italiens. Moi, il y a zéro objectivité. Il y a autant d'objectivité envers Bezzecchi que Pierre a d'objectivité envers Ducati. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je trouve qu'il fait un bon... c'est ce que je disais dans le débrief d'Assen, c'est qu'il fait un bon début de saison de rookie. Enfin, dans le sens où, oui, il a 3 chutes. Il a 3 chutes sur le début de saison. Et pour moi, c'est pas déconnant pour un rookie. Enfin, ça fait partie de l'apprentissage. Non, c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Pour moi, il prend quand même pas mal d'expérience avec le roulage. Et à part au Portugal et au Mans où il a fini 15 et 12e, il est jamais, il me semble, il est jamais en dessous du top 10. Sauf en Allemagne, d'ailleurs, il était 11e. Mais ça reste des résultats qui sont assez propres pour un rookie, sachant qu'il est quand même sur une Ducati, c'est pas la pire des motos. Et il est à côté de Marini qui, comme on vient de dire, commence à faire des choses. Enfin, je pense qu'il a encore des choses à prouver, mais que là, comme on a dit tout à l'heure, arriver à la 11e course de ta saison dans cette catégorie, à tenir 2e tout seul sur une course, c'est pas donné à tout le monde. Et ouais, pour moi, c'est la bonne surprise de la saison côté rookie. Bah, c'est pas pour rien que c'est le meilleur rookie. Hein. Non, mais il fait une excellente saison jusque-là, et comme tu l'as dit, il est en train de prendre en main la moto. Donc c'est pareil, entre Marini et Bezzecchi, la deuxième partie de saison, moi dire qu'elle va être déterminante, c'est un peu fort, mais elle va être à observer, quoi, parce que ils vont être régulièrement, pour des pilotes qui sont entre guillemets sur la 4e équipe de Ducati, c'est quand même des pilotes qui sont capables d'une part d'aller chercher des podiums et de régulièrement jouer les top 5, top 6. Et là, ça va commencer à les piquer des points, quoi. Puis pour moi, c'est un bon reflet de l'école VR46 qui est au final
qui sort quand même des choses pas déconnantes entre Bagnaia, Marini, Bezzecchi, qui font quand même des choses, même si il y a encore du chemin à faire, ou même dans les petites catégories où t'as Vietti. On compte pas Mignot parce qu'il y est plus et que c'est pas glorieux, mais. Non, mais il faut le compter c'est quand ça, même. parce qu'entre en chemin, ils jettent les pilotes qui sont nuls. Mais ils ont raison. Hein. Bah, Mais Boulega, Mignot, tout ça, voilà. Ils ont quitté l'académie parce que c'est pas bon. Ouais, mais justement, enfin, tu parles de VR46, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'une part une grande camaraderie entre eux et qu'il y a un niveau qui est très élevé et qui est très homogène, qu'il n'y a pas un ultra crack qui traîne 5 ou 6 pilotes dans leur sillage. J'ai l'impression qu'il y a un niveau de 5-6 pilotes qui sont quand même très bons. Pour le moment, il n'y a pas de crack, même si Bagnaia est en train de prendre un peu le pas, quand même. T'as une fraternité, enfin, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a quand même une fraternité, qu'il y a une vraie entraide entre eux, même en dehors, quand tu les vois s'entraîner, etc. Enfin, est-ce qu'ils se refilent les datas? Ça, je sais pas. Faudrait aller leur demander. Faudrait qu'ils en donnent un peu à Morbidelli. Non, mais c'est pas la même chose. C'est vrai, putain, c'est vrai. Non, mais j'allais dire, c'est vrai, Morbidelli est dans la VR46, je l'avais oublié. Ah, c'était le premier. Oupsie. Ça se trouve, les datas de la Ducati marcheront sur les Yamaha. C'est Géry qui trouve l'accélérateur, déjà Morbidelli, après on en Dans Super Sport. Allez. Bastianini? Qui veut parler de Bastianini? Juste un petit mot pour dire. J'ai mis que c'était un descendant de César. Il est venu, il a vaincu 3 fois. Il a vaincu 3 fois. Mais à part ça, c'est beaucoup plus inconstant. C'est en dents de scie. Que le reste. Hein. Est-ce que justement, alors, effectivement, moi j'ai mis comme vous montagne russe, c'est-à-dire que c'est inconstant. Est-ce que le fait qu'il soit pas dans une écurie avec un fort support de Ducati, ça peut venir de là? Ça peut, en sachant en plus qu'il n'a pas la moto de l'année et que son chef mécano a été Covid sur l'Allemagne et Assen. Après, je pense qu'il y a une part de mental à ce niveau-là. Ouais. Franchir le pas. Bon, tu gagnes, mais être régulier, c'est autre chose. Mais là, il arrive même plus à être. Là où on l'attendait à soit il gagne, soit il est au moins dans le top 5. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est un peu. Moi, je trouve Il y ça a un décrochage scolaire. Et pour la défense de Martin et Bastianini, Ducati avait dit qu'ils annonceraient leur pilote officiel et Pramac avant l'Allemagne. Ils l'ont pas fait. Ça doit aussi beaucoup les déstabiliser. Après, faut pas oublier que ça fait que 2 ans qu'il est là. Il a crevé l'écran l'an dernier. Là, forcément, on s'est peut-être un peu enflammé aussi à le voir tout de suite devant. Donc ça fait quand même que 2 ans. Donc pour un pilote qui est là depuis 2 ans, il est 5, je crois, au championnat, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas... c'est vrai que là, il a une mauvaise passe. Maintenant, à voir après la trêve aussi ce que ça va donner. Surtout que si tu dis que son chef mécano était pas là, mine de rien, c'est quand même une place importante dans une équipe. Donc à voir. Je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite. C'est vrai que c'est pas constant, mais il est là que depuis 2 ans. Mais il avait trop bien commencé la saison. Peut-être ça son problème. Ouais, et puis il avait bien fini la saison dernière aussi. Ouais. Et là, il a une petite place à vide et du coup, tout le monde y passe. Ça y est, il est cuit. Oui, mais Paul a raison. On avait ceux peut-être trop d'attentes sur lui. Ceux qui s'y connaissent disaient que sa moto était au point, il avait les bonnes datas, etc. Parce qu'il avait la moto de l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, les GP22 ou 21 de l'équipe officielle commencent à rattraper le gap et être meilleur. Et pour rejoindre Paul sur le sujet, oui, il a que 2 ans, mais aujourd'hui, on lui propose soit un contrat en team usine, soit un contrat dans le meilleur équipe satellite du plateau. Donc, de toute façon, il partira pas à la poubelle, ce pilote. Heureusement. Ah, c'est bête parce qu'on a failli enchaîner avec KTM. Mais non, on va parler d'Honda. On parle pas de DJ. Ah si, on va parler de DJ, ouais, vas-y. Bon, c'est le pilote le plus faible du Ducati, c'est pour ça peut-être que tu voulais. Non, mais il était en haut de la page et je l'ai zappé. Vas-y. Non, Didia, c'est pas qui l'a noté en jaune là, mais oui, il fait une saison de rookie intéressante, pas aussi flamboyante que Bezzecchi forcément, mais voilà, c'est intéressant. C'est toujours une meilleure saison de rookie que Fernandez et Garner, donc. Non, mais c'est là qu'on voit que la moto marche. Hein. C'est toujours ce qu'on dit. C'est que dès que tu vois tout le monde être performé, être pas mauvais, c'est que la moto fonctionne. Et là, clairement, c'est le cas, quoi. Tous les Ducatistes, il n'y a pas un Ducatiste qui est à la rue complet. Donc et y compris des rookies. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont pas sur un tréteau, quoi. Ouais, pour moi, c'est le pilote le plus discret des Ducati, mais qui fait son petit bonhomme de chemin et qui accumule le roulage et l'expérience des courses. Donc, les autres, ils l'accumulent, mais ils performent plus. Ouais, mais après, chacun son rythme aussi. Mais en MotoGP, le rythme, si tu l'as pas de suite. Ouais, mais il est reconduit. Mais donc, tu te retrouves chez KTM, quoi. Mais en plus, il est annoncé en MotoGP depuis 2 ans.
chez Gresini, parce que c'est Gresini qui l'a fait monter. Ouais. Et beaucoup on vu ses résultats en Moto2, on se demandait ce qu'il allait vraiment, qu'est-ce qu'il faisait en MotoGP, tu vois. Et finalement, là, il prouve que, en tout cas sur les Ducati, il a sa place. Si on compare juste les résultats bruts. Hein. Mais après, il a 18 points. C'est toujours plus que. Ah bah, c'est devant Dovi. Hein. Plus que d'autres. C'est plus que 17. Mais il est derrière Morbi. Ouais, il est derrière Morbi. Rien que ça, je te raconte pas la honte. 25 points. C'est pour ça que je pensais qu'il n'avait pas. Moi. Mais moi, c'est pareil. Qu'il n'ait pas de points. Morbielli, je pensais qu'il est vraiment loin plus loin. Ah non, mais que ça. vraiment, c'est sans Il blague. y a 25 points en 11 courses, c'est énorme. Hein. Il les a récupérés où, les 25 points? Il les a piqués à Lorenzo. Qatar, Indonésie. Bah, sur certaines courses, il se bat pour la 14-15e avec Dovi. Donc, On passe à Honda? Ouais, on passe à Honda. Vas-y, Steph. C'était Bose. Ouais. Moi, j'ai dit encore une mauvaise année pour Honda, une moto pas super et un Marquez qui est pas au top. Bah, tellement pas au top que du coup, il va pas finir la saison pour se refaire opérer. Et derrière, t'as Paul Espargaro qui était plein d'allant pour être champion du monde et qui finalement, il galère avec sa machine. Donc, encore une année blanche pour Honda. Ouais, après, moi, sur Honda, c'est plus sur le pilote, mais sur Marquez, j'avais quand même noté que c'est le pilote qui est là. Il a fait que 6 courses sur 11, avec un seul bras fonctionnel quasiment, et il est quand même au-dessus de tous les autres pilotes Honda. Il est 13e au général, mais bon, il a fait que 6 courses et tous les pilotes autres Honda sont en dessous, donc on peut pas trop lui en vouloir à Papy Marquez. Non, mais est-ce qu'Honda, du coup, n'ont pas encore voulu faire une moto un peu typée Marquez? Ils arrivent pas, hein, donc de toute façon, ils arrivent pas. Je pense qu'ils n'ont pas de pilote pour exploiter la moto, surtout à la place de Marquez. Quand tu regardes, il y a lui, mais derrière, même si je l'apprécie pas, Paul Espargaro, c'est quand même pas un pilote top niveau. Leur pilote d'essai, Bradle, même quand il était là, il faisait pas, même quand il était en saison pleine, il faisait pas des cartons pas possibles. Alex Marquez, c'est le frère d'eux. Voilà, c'est tout. Hein, il est là parce que c'est le frère. Bon, là, il va aller chez Ducati, on va vraiment voir ce que ça va donner. Et Nakagami, c'est l'éternel japonais de chez Honda qui cherche depuis qu'ils ont perdu Kato et puis voilà quoi. Donc je pense que même s'ils avaient une bonne machine, ils n'ont pas le deuxième bon pilote derrière pour montrer si la machine va ou pas. Mais avant ils avaient le premier bon pilote. Du coup ça éclipsait tout. tout. Ils avaient aussi à une époque le deuxième meilleur pilote, Pedrosa. Ouais, Pedrosa c'est un excellent champion du monde. Mais après c'est vrai que Honda s'est un peu perdu. Ils ont tenté un gros coup avec Lorenzo, ça n'a pas marché. La moto était trop compliquée. Ils ont tenté le rookie parce qu'ils se sont dit bon, si un mec expérimenté n'arrive pas avec la moto, c'est peut-être qu'il a des mauvais réflexes. Donc ils vont prendre un rookie. Ça n'a pas marché avec Alex Marquez, même s'il avait fait 2 podiums. Et puis là, ils tentent un mec qui a pas le talent pour être champion du monde, malgré ce qu'il dit, mais qui est un bosseur, qui est un travailleur, qui lâche rien. On l'avait avec KTM, Paul Espargaro, on peut pas lui enlever ça. Et même là, ça marche pas. Donc ils sont perdus. Cette année, ils ont fait une moto qui était plus en adéquation avec ce que demandait Paul Espargaro. Même Marquez, même Marc Marquez s'est plaint de la moto en disant j'aime pas cette moto. Bon, il arrive quand même à faire des trucs avec, mais bon, ça marche toujours pas. Pour en revenir avec Marc, c'est le meilleur pilote Honda, vous l'avez dit. C'est dommage, encore une fois, qu'il rate cette saison. Ça fait 3 saisons d'affilée qui sont gâchées. Mais est-ce que c'est pas le problème de Honda d'avoir que un seul, entre parenthèses, pilote dans le top team qui développe la moto? Parce que si tu as 2 bons pilotes, forcément, les années, c'est pas les mêmes. Pour la plupart des gens, c'est l'évidence, mais pour eux, le problème, c'est l'aéro des motos. Donc, ouais, bon. De toute façon, moi, clairement, j'ai fait le deuil de Honda. On n'en verra plus une devant pour la fin de saison. On les voit déjà même plus à la télé. Ça, c'est pareil. La Real, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais là, c'est fini. En fait, les Marquez plus là. Les Honda, elles vont squatter l'arrière du top 10 et puis se battre pour quelques points. De temps en temps, t'en auras une qui fera un coup d'éclat et puis voilà quoi. C'est triste, hein, mais là, ils sont vraiment Marquez dépendants. Et si. C'est leur boulet. De toute façon, on verra plus des contrats signés pour 4 ans. Là, je pense qu'ils auront compris leur douleur. Espérons, comme on l'a déjà dit pour la dernière saison, qu'ils reviennent en forme pour faire quelque chose. Mais là, il va falloir se pencher sérieusement sur le développement et leur cellule de recrutement, quoi. Je pense à un truc. Est-ce que Honda n'a pas réussi à raccrocher de top pilote en plus de Marquez à cause de Marquez? Ils
Il y a quand même Dans plein de le gens sens qui n'ont où pas osé venir. Voilà, parce que- t'arrives, tu vois, tu sais que t'as Marquez en face, même si t'es un top pilote, tu sais que tu vas te faire. Bah, il y avait bouffer. Zarco, Ouais, mais- il y avait la fameuse rumeur qu'il devait Oui, partir ouais. chez Honda, mais il n'avait pas osé parce qu'il y avait Marquez. Puis, Marquez a quand même joué des coudes pour que son frère passe dans le team, donc il y avait un peu cette pression. Mais je pense que c'était la même chose quand Rossi était chez Yamaha et qu'il donnait un peu qui avait son droit de veto sur les pilotes. Mais du coup, c'est stupide. Ça veut dire que tu joues le parti de la moto unique pour le pilote unique et qu'après c'est de l'accessoire entre guillemets. Bah, en même temps, c'est un peu le but de ces marques à ce championnat-là, c'est quand même de faire parler d'elles et d'avoir et de faire du marketing. Donc à partir du moment où t'as un Marquez qui gagne des courses et qui accroche avec lui en plus une quantité de fans hallucinante, t'as pas de raison d'avoir un deuxième pilote, quoi. Ouais, Ouais. ben non, parce Ouais, mais que attends, pour gagner. ton deuxième pilote, il fait 2 top 10 en 11 courses, enfin Paul Espargaro. Bah, c'est une catastrophe, quoi. Oui, mais peut-être que justement, qu'avec un Marquez, ils n'avaient pas du tout pensé au fait qu'un jour Marquez pourrait se blesser, ce qui est une connerie. Hein. Parce que vu sa façon de piloter, c'était plus ou moins sûr que ça allait arriver un jour. Et ils ont surfé sur la vague quand il fallait surfer sur la vague, et ils n'ont pas préparé l'après en se disant si ça arrive, tant pis, quoi. Ouais, on a bien mais surfé dessus. Quand tu vois le Ducati, ils ont pas fait cette connerie là, ils ont fait une moto qui est pour tout le monde. Et du coup, bah tout le monde est devant. Mais Honda, comme ils ont c'est fait une jamais moto même que devant. pour Marquez, et du coup Marquez il s'est bûché, mais il n'y a plus personne. Mais du coup, comme disait Pierre, le problème de Ducati, c'est qu'ils se cannibalisent les points. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Mais, Ils ont pas- mais l'avantage, c'est que les Ducati Ils ont peuvent entre deux, piquer des c'est points. bien. Quartararo, Ouais. c'est pour les, tu vois, si Bagnaia avait pas chuté autant de fois, tu aurais toujours des Ducati pour piquer des points à Quartararo. Honda, ils sont même pas capables Puis au ils seraient moins même pas du- capables de faire ça. Au moins, Ducati gagne des championnats constructeurs entre-temps. C'est vrai. C'est déjà pas mal. À côté de ça, Honda, ils prennent un Ils sont pilote derniers. d'essai. Ouais, puis qui Non, mais qui ouais, coûte on peut plus cher revenir au à ça. carénage. c'est- Honda, c'est le plus grand constructeur de motos au monde, de motos de série. Ils en vendent par palette entière. Et c'est le dernier au championnat du monde de Ouais. moto, quoi. Ça pose question, en sachant que c'est un des plus gros budgets avec Yamaha et Ducati. Je pense que, je l'avais déjà écrit, hein, que le virage, quand ils ont passé l'époque de Soupeau, et qu'ils sont passés à Puig et au nouveau directeur technique de l'équipe, ils ont raté l'après Pedrosa, ils ont raté leur objectif et ils n'arrivent pas à s'en remettre. Et aujourd'hui, c'est compliqué de se dire, après 6-7 ans, qu'ils vont réussir à retrouver la bonne solution. Pour moi, il faut repartir de zéro. Pouf, ils y sont à 0. Hein. Bah, justement, autant en profiter. Mais ils auraient déjà dû le faire en 2020. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez rajouter quelques petits points sur les pilotes Honda, les autres? Juste sur Alex Marquez, Ouais. alors j'ai entendu une rumeur folle qui dit que s'il part chez Ducati l'année prochaine, c'est pour ouvrir la voie à son frère en 2025 pour Bien chez sûr. Ducati officiel. Ouais, Voilà. bon, ça, c'est des bêtises. Ah ouais, je dis ça. Au moins Ça va Ducati marcher. pourra gagner un Oh titre. putain, le billard à 3 Ça va balles. À cette époque-là, il aura retrouvé son deuxième bras. Non mais Peut-être son troisième. là cette année, bon Alex Marquez s'est sauvé les fesses, mais Paul Espargaro risque d'être parachuté chez Tech 3, mais Nakagami c'est compliqué, je pense. Ouais, Nakagami va se Ouais, faire mais il bouffer disait par que Ayagura. Ayogura, voilà. Mm. Bon, il faut toujours un japonais, donc ils sont toujours. Voilà, la seule Après, question c'est- que je me posais chez Honda, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Bradle au final? Est-ce que Bradle leur apporte vraiment une plus-value ou pas pour la moto et pour les catégories? Parce que pour le coup, au-delà de ce qu'il fait en dehors, quand il remplace Marquez, il a fait 5 courses, il est même pas foutu d'être dans le top 10, et, alors qu'il est censé connaître la moto. tu vois Gantoli. Oui, non, mais c'est sûr, Tous les mais, pilotes testent, ils sont plus ils dans- sont Non, mais ils du coup, sont moi, la 15 question que je me posais, on a c'est est-ce aucun- que, même en tant que pilote test, ils vont avoir envie de le garder? Parce que ce que je disais tout à l'heure quand on en parlait en off, en termes de salaire, carénage et tout ce que tu veux, est-ce qu'il coûte pas plus cher que ce qu'il rapporte? Ouais, mais regarde Gantoli chez Suzuki, quand il fait des courses, il fait rien, et tout le monde est content de son travail de développeur, donc. Ouais, mais là, est-ce qu'ils sont contents du travail Ouais, de et puis il développeur de performe en Bradle? endurance, Surtout qu'il Gantoli. développe pas, il roule tous les week-ends. Mais je rebondis sur le management chez Honda. Ils ont quand même laissé partir Pedrosa, qui est aujourd'hui pilote SR KTM. Ils ont laissé partir Lorenzo, qui est champion du monde, qui est parti chez pilote SR Yamaha, même si ça n'a pas fait, voilà. Et ils ont laissé partir Crutchlow aussi, pilote Ouais. SR Yamaha. Mais Ah, mais qu'est-ce c'est qu'ils vieux, foutent? Oui, mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est qui leur pilote SR? C'est C'est Bradle. Bradle, donc. Qui a pas une carrière de Même folie. s'il y en a MotoGP. quelques fans de Bradle dans ce bas monde, mais. Mais tu penses mets à tous les Kevin jours Pedrosa, Lorenzo ou Crutchlow sur la table en pilote SR Honda plutôt que Bradle, tous les jours, je te prends un des trois, quoi. Ouais, c'est clair. On passe à l'Autriche avec KTM. Il y a En vraiment parlant des de choses super à dire. management, tiens. Allez. Moi, j'avais noté qu'ils savent pas développer une moto sans avoir de concession. Donc, ça fait quand même la deuxième année où ils se loupent. Donc là, on sait
la première année, elle est en général compliquée, et c'est en général là que t'apprends à travailler en intersaison. Et là, c'est la deuxième année qui se loupe, donc Pedrosa l'a admis. Alors c'est gênant, surtout quand tu mets autant de moyens. Donc la 2023, elle devra être mieux ou pas. Donc moi j'ai énormément de doutes sur le fonctionnement, d'une part sportif et d'autre part managérial, avec le cas Fernandez qui est représentatif de leur manière de fonctionner avec les pilotes, hein. C'est-à-dire que je te fais monter pour pas que tu partes à la concurrence, et puis après vu que tu veux partir, je vais te remettre en moto 2, et puis là on va jamais s'en sortir, et résultat le gars il va avoir sa carrière déglinguée. Ouais, mais quand tu signes chez Red Bull KTM, chez Red Bull, la filière Red Bull, tu sais à quoi t'attendre. Et soit t'es bon, soit tu dégages. Ça, c'est mais il faut te donner, pareil, il faut qu'on te donne les moyens de faire quelque chose. Là, Raoul Fernandez, il a juste eu les moyens de se déglinguer la tronche aux essais, et la moto, ils le disent, la moto, elle est comme elle est, et il faut attendre la 2023. Donc, les pilotes, putain, ils ont 20 courses à faire dans la saison. Les mecs sont rookies, et putain, pourtant tout le monde on avait beaucoup d'espoir dans les deux pilotes Tech 3, et ils arrivent à rien faire. Mais ça, c'est le problème, tu prends pas deux rookies dans un team. Mais ils ont pris Petrucci l'année dernière, c'était la même. C'est ça. Après, Pedrosa était le premier à dire que cette année la moto allait éclater, donc il savait à quoi s'attendre, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il fait 2 au Qatar, Binder. Bon, Oliveira gagne sous la pluie en Indonésie. C'est le seul point que je retiens, c'est quand même Binder qui réussit à faire 6 au général, et qui est quand même, compte tenu du fonctionnement de la moto, qui est quand même assez intéressant, quoi. Sauve les meubles. En vrai, c'est celui qui aurait besoin d'améliorer ses qualifs, parce qu'il est quand même capable de remonter. En course, il fait quand même des choses assez propres. C'est juste qu'à chaque fois, il part de tellement loin que sa charrette, faut être capable de la pousser en haut. Mais sur les dernières courses, il me semble qu'il a fait des choses à chaque fois pas trop. Tu vois, à Assen, c'était 5e. Avant, il a fait 7-8, 7-8. En partant d'un peu plus haut, je pense qu'il est capable de taper un top 5. Il est un cran en dessous, mais il reste quand même à maintenir un top 10. Ce qui n'est pas ouf pour un pilote officiel. Ouais. Mais bon, c'est ce que vaut la KTM quand elle est bien emmenée, quoi. Sur les autres pilotes, qui veut parler un petit peu de KTM? Moi, je reviens sur Oliveira, justement, parce que c'est les deux pilotes du team officiel, c'est des pilotes que j'aime bien, moi, pour le coup. Mais Oliveira, c'est triste parce que, si je dis pas de bêtises, il en gagne une cette année. Mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de constance. Et là, de le voir partir, lâcher comme ça, quand on voit ce qu'il faisait en Moto 2, il a quand même bien aidé KTM dans ces années, puisque c'est lui qui ramène la première victoire quand même pour le team. Voilà, je trouve ça. Je vois que tu as marqué remercier à l'Autrichienne, mais c'est exactement ça. Ça montre bien toute la suite du management de KTM. Et pour le moment, il n'a pas encore annoncé, si je dis pas de bêtises, où il signait. Et du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on parle d'Ogura chez LCR, ça fait une moto en moins. Chez Ducati, Gresini, c'est signé. Il n'y a plus beaucoup de place. Oui, mais ils avaient dit qu'ils le mettraient peut-être chez Tech 3. Ouais, mais lui, il veut pas entendre parler de la Tech 3. Chez Krins, potentiellement chez LCR, parce qu'il disait que Ducati lui filait pas une moto de l'année, alors que ça va être le cas chez LCR. Ça commence à être compliqué, les places. Il reste Honda Repsol. Mais non, je pense que c'est plutôt mier sur la Honda. Voilà. On en parle, mais il y a la RNF, tu crois? En sachant que le satellite. Chez Spargaro, il est un peu âgé, et 2 ans de contrat, et il est parti, quoi. Donc, il ne signera pas derrière. C'est un pari. Ouais, mais je suis d'accord avec toi pour dire que Miguel Oliveira, outre la première victoire, c'est le pilote qui a gagné 4 victoires pour la marque, plus de courses. Et je dis remercie à l'Autrichienne. Alors, KTM n'est pas venu le dire en disant on veut plus de toi. Ils disent on veut de toi, mais dans l'équipe satellite. Quand tu es le meilleur pilote de la marque, que tu as gagné 4 victoires, forcément, tu te dis mais allez-vous. Ça, tu vois, ça me fait penser à la gestion Red Bull en Formule 1. Ouais. Ils ont une équipe satellite et ils l'utilisent comme ça, et en cours de, c'est même étonnant qu'il n'ait pas fait en cours de saison. Tiens, dégage, et puis on met ton pote à la place. Avec Gasly. Oui, en F1, mais en moto, c'est pour ça. Je pensais en moto qu'il l'avait pas encore fait. Pour ça, tu m'as. Mais ils l'ont pas fait encore en moto. Mais en vrai, chez KTM, le seul qui a vraiment eu alors on va pas le dire ici, mais qui a vraiment eu la foi de partir, c'est Zarco. Au final, il a galéré quelques courses, et puis on voit ce que ça donne maintenant. Je sais pas, c'est hallucinant. C'est nous, on en parle ici autour d'une table.
ils voient bien la même chose quand même en Autriche quand ils sont tous autour de la leur à discuter, quoi. C'est comme les ingénieurs Yamaha, qu'est-ce qui va pas sur la moto, c'est pas compliqué à voir, quoi. Mais nous on boit des bières, ils boivent des Red Bull, alors ils ont pas la même vision. Donc voilà, ouais, c'est vraiment dommage pour Oliveira. J'espère que ça va pas le plomber, surtout qu'il va rebondir sur une autre bonne moto. Parce que comme tu dis, si c'est RNF Aprilia, il y en a un qui se mord les doigts maintenant. À mon avis, c'est Joe Roberts de pas avoir signé chez eux, par exemple. On a fait le tour de KTM. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. On passe à Suzuki. On va vite, Suzuki. Hein. Olivier. Bah, ça va aller vite, hein. De toute façon, ils sont plus là l'année prochaine. Voilà. On fait. Voilà. Le seul truc, si. Là, c'est une catastrophe sur la deuxième partie. Pierre, il nous avait montré ça. Il développe encore la moto. Il développe encore la moto dans le conducteur, mais tu vois, passer après l'annonce de l'arrêt de Suzuki en GP, bah, il se passe plus rien, quoi. C'est la cata totale. J'ai l'impression qu'il casse la pièce. Hein. Ouais, ça doit être un enfer de se motiver en sachant que t'as plus de... Ils chutent à toutes les courses, les deux, quand même. Mais outre les pilotes, je pense ils ont dû plus se concentrer sur la contrat l'année prochaine qu'autre chose. Les teams, pareil, les équipiers doivent chercher un poste ailleurs, ça doit être la folie, et plus personne n'est motivé à travailler, quoi. Mais alors, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi. J'ai vu un article comme quoi Suzuki continue à faire des développements sur la moto. Oui. C'est fake news ou c'est vrai? Moi, je l'ai vu aussi, cet article. Je ne savais pas si c'était vrai. Je pense que après. Alors, si c'est vrai, c'est incompréhensible. Non, mais s'il fonctionne comme toutes les grosses boîtes, le budget est alloué pour l'année, basta, quoi. Donc, ils vont pas s'acheter des pièces. C'est-à-dire que les pièces, elles ont été commandées, elles arrivent, tu les testes. Ils vont pas s'acheter des chocolats à la place, voilà. quoi. C'est ça. Au pire, sinon, ils leur basculent sur une moto de série, ils font un GX 1000. S'il vous plaît. Ça serait cool, ça. Euro 5, mais pas sûr. Vous voulez parler des pilotes en particulier? Deux bons pilotes qui vont être parachutés et rester en MotoGP, et ils le méritent. C'est clair. Mais toujours avec les mêmes défauts. Johan Mir pas assez présent pour gagner des courses et Rins trop souvent par terre. On va passer à Yamaha. Fabio Quartararo. Yamaha. Fabio Quartararo, Team Usine. De toute façon, Yamaha n'a qu'une moto. C'est mal. Je suis bien vrai, c'est un blague. Vas-y, Steph. Non, mais c'est vrai que le problème là cette année, c'est que Yamaha, ils ont qu'un pilote qui tient la baraque, hein, c'est Fabio. Et les autres, on se demande, en fait, ils ont la même bécane que lui finalement. Ouais, ils ont peut-être une 600. Hein. Ils ont une promo sport, je sais pas. Et ils ont une R6. Oui, la moto est loupée. Bah, du coup, ils ont une bonne moto 2021, mais du coup, qui est trop. Alors, je sais pas si elle est trop typée pour Fabio, mais en tout cas, lui, il a su l'utiliser. C'est sa moto avec laquelle il était champion du monde l'année dernière. Et voilà, attention de pas faire comme avec Honda, avoir qu'un top pilote et puis délaisser les autres. De toute façon, c'est déjà le cas, hein, parce que à partir du moment où tu laisses partir ton écurie satellite, il n'y aura pas de satellite l'année prochaine. Je croyais que tu allais dire à partir du moment où tu laisses partir Rossi, mais... Non, mais non. Il commence pas bien. Non, mais enfin voilà, il n'y aura pas d'équipe satellite. RNF, les relations, elles sont pas bonnes à l'intérieur du team et avec le constructeur. Donc en gros, c'est un calvaire. J'ai l'impression que tous les jours, c'est le lundi chez eux. Et ça fait la gueule tout le temps. Dès que tu lis un débrief, c'est pour en coller une à l'un ou à l'autre. Mais ça, c'est lunaire d'ailleurs. Enfin, la communication dans les médias de RNF, c'est. Quel est l'intérêt en fait Devis, c'est la même. Hein. Non, mais c'est ça. Mais en fait, t'as l'impression que c'est le proviseur qui va mettre un mot dans le carnet des mauvais élèves. À un moment donné, convoquez-vous, dites-vous les 4 vérités, mettez-vous 2 claques et on repart tranquille, quoi. C'est un peu lunaire cette façon de faire. C'est vraiment pas pro. C'est un peu dommage. Je pense que, alors c'est pas pour défendre Dovi, mais le problème de Razlan, non, mais le problème de Razlan, c'est que Dovi est sous contrat Yamaha, il peut pas le tège. Ouais. C'est à Yamaha de le tège, donc sinon il l'aurait sans doute déjà fait. Je pense qu'il l'aurait déjà fait. Ouais. Je pense qu'il l'aurait jeté dehors. Moi, ce que je trouve bizarre là-dedans quand même, c'est Morbidelli, ça restera une énigme. Le mec joue le titre sur une moto N-1. Ouais. On lui refile une moto de l'année pendant 2 ans et ça passe pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Là, parce que c'est quand même pas il nous a fait vibrer pendant l'année Covid où on y a vraiment cru, quoi. Il y a plus de points que Fabio, en plus. Bah, c'est ça, quoi. Voilà, et pour pas grand chose. Donc, ça aurait pu être le premier vainqueur du championnat sur une moto non officielle. Et puis là, éteint. Donc il a été champion moto 2. Enfin, c'est pas le boulanger du coin, quoi. C'est pas Dovi, quoi. On quitte cette table. Cette émission est arrêtée pour cause de bagarre au milieu de la table. Tu voulais parler de Dovi, Pierre? Non, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, sur Morbidelli, c'est plus que l'ombre de ce qu'il avait été. On ne sait pas pourquoi, si c'est sa blessure ou si c'est la moto. Dovi, c'est une catastrophe. Enfin, j'adore le pilote, mais là, c'est juste pas possible de le voir à ce niveau-là, quoi. Il n'y a rien à dire. Il a pas sa place. Faut savoir arrêter à temps. Oui.
Je pense qu'il Je pense pas que avait ça soit un une niveau question suffisant de pour pilote, revenir, ouais. pas pour être champion du monde, mais Ouais. pour revenir. Mais je pense que ça combiné à la moto, aujourd'hui, c'est juste pas possible. Il a pas sa place dans la catégorie. Je l'ai dit, je sais plus à qui. Je pense que Yamaha devrait arrêter les frais dès cet été avec Morbidelli et Dovi. C'est-à-dire que se dire, on repart de zéro, on prend des pilotes, on essaie de les amener l'année prochaine au sommet. C'est chaud, quoi. Morbi, qui c'est dur. Hein. Mais Je sais bien qu'on voit les résultats, Ouais, mais peut-être pour Toprak. Morbi, c'est dur. Hein. Toprak, Toprak, tu peux pas le faire venir en mi-saison, quand même. Pour l'année prochaine, on est d'accord. Mais tu vas pas. Enfin, c'est un petit peu ce qui s'est passé l'année Je suis sûr que dernière. Crutchlow, il sera aussi bon que Bah Morbidelli. non, il casse des Non, mais motos, Crutchlow, c'est Crutchlow, de pas toute façon, n'a plus possible. envie de rouler. Il le dit lui-même. Après, pour Toprak aussi, j'ai l'impression que ça s'est un peu... Essoufflé. Que le soufflet est un peu retombé dans le sens où on s'attendait, pour beaucoup, à le voir atomiser du coup la saison. Et mine de rien, cette année, on en parlait hors antenne, mais en Superbike, pour le moment, il est passé pas le roi. Non, mais par contre, tu vois qu'il fait ce qu'il peut avec sa moto. Ouais, il y a ça aussi. Parce que Bautista avec la Ducati, il a une très bonne moto en mondial. À voir. À voir. Donc On on a parle même de pas- la seule Yamaha. Vas-y. On n'a même pas parlé de Fabio, du coup. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. On va parler de la seule Yamaha qui tient à peu près la route. Et pour le coup, même le week-end où il fait 0, Yamaha fait 0. Mm. C'est-à-dire que la totalité des points constructeurs ont été marqués par Quartararo. Donc tout est Pareil, dit, quoi. ouais. Mais du coup, comme je disais, le problème, c'est comme il a pas un coéquipier capable de, du coup, il laisse, là, sur des courses comme ça, il laisse filer des points au championnat. Il aurait pu piquer des points à l'Èche. Oui, ou à- si Morbidelli est à capable de Bagnaia, faire les top 5 régulièrement et il pique des points, ouais. Je suis Ouais, d'accord. puis surtout qu'une mentalité pareille, on sait déjà d'avance qui va être le je vais y arriver, champion du monde constructeur au final. Et que Fabio fait côté Yamaha, ils ont une moto, Honda ils ont personne et Suzuki. C'est Aprilia. Après, Et juste au moins oui, après, Pierre aura un truc après- de fait à fêter. Oui, Non, mais il y a on après. sait que C'est vrai. ce sera italien, ça c'est sûr. Probablement. Non, mais c'est bon, c'est vrai c'est qu'il y a Aprilia. c'est sûr. Bon, j'en ai déjà discuté sur Twitter. Le championnat constructeur devrait peut-être avoir un mode de comptabilisation des points différents. Par exemple, vu qu'on veut chercher le meilleur constructeur de l'année, on ne doit pas comptabiliser les points qui sont rapportés par les motos N-1. C'est débile. Donc 3 fois 25 points que rapporte Ouais, Bassini tu prends cette que ta année. factory. Non, les motos 2022 déjà. D'accord. Parce que les 3 fois 25 points que rapporte Bassini cette année, pour moi, Du coup, Yam, ils auraient 0 points. Non, mais c'est Bah non, parce que t'as c'est une Fabio. moto 2022 qu'ils ont. et on devrait. Non, ils ont pas de moto 2022. Hein. Bah, Fabio aussi. Ils ont une moto 2021, c'est tout. troll. avec Il des troll. ailerons avant qui sont différents. C'est pas faux. Tellement Et- premier degré, j'étais vraiment en train de faire Ah, d'accord, je crois que tu rigolais. Ah non, vraiment, j'étais en train de Et dire qu'est-ce qu'il le deuxième raconte. point qu'on pourrait voir pour ce championnat constructeur, c'est faire une moyenne des 2 meilleurs pilotes de la marque au lieu de Ah prendre ouais. le meilleur pilote. Ça, pour moi, ça équilibrerait plus vraiment ce qu'est un constructeur. Parce que là, c'est trop basé sur le meilleur pilote. Donc, quand il y a Honda qui domine avec Marquez ou Quartaro avec Yamaha, ça fausse pour moi ce qui est être la meilleure moto. C'est un peu différent. Ouais. Mais pour en revenir à Fabio, on l'a pas assez dit, parce qu'il fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel, et on est content d'avoir un Français qui fait ses résultats, qui est en lice pour avoir un deuxième championnat du monde d'affilée. Génial, qui continue comme ça. Les félicitations du jury. À tel point que quand il se bourre à Seine pour la première fois, on est très critique avec lui, donc c'est qu'on est vraiment content. Bon, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du plateau, je voulais quand même qu'on. Le Darren Binder, c'est toujours le dernier oublié. Qu'est-ce que tu veux dire sur Darren Binder? Moi, je suis c'est content le parce qu'il dindon m'a de la montré farce. des pièces que je connaissais pas sur la moto ce week-end. Là, il est là par défaut. à l'admission, c'est comme ça. C'est exactement cette pièce-là que je pensais. Non, il est là par défaut, et puis il va perdre sa place, sans doute, devoir passer par le C'est moto, dommage, hein, c'est parce du que- gâchis. Parce que il fait pas une saison de rookie catastrophique. Non. La moto elle est compliquée et je débrouille quand même pas mal. Et puis, comme tu as dit, ils n'ont pas le soutien de Yamaha, donc Mm-mm. le team, ça tire. Enfin, voilà, c'est pas de bol. Ouais. Allez, On a quand même parlé beaucoup des blessures, des points de règlement, etc., etc. Et la grosse question, c'est bon, les pilotes prennent des risques en course, mais on a aussi pas mal parlé des problèmes d'aptitude à rouler, notamment. Tu fais 5 pompes, tu peux rouler. Et on a le cas de Canet. C'est-à-dire que je on a peux le rouler, cas- je peux rouler, ouais. Mais le cas de base, c'est Marquez. Oui, le cas le plus. Oui. Le plus flagrant, Non, c'est Marquez. Hein. C'est 5 pompes, et c'est aussi un questionnaire auquel ils ont à répondre, genre comment tu te sens, si on échelle vers l'indice, t'as mal comment, et tout, quoi. Donc en fait, le pilote dit ce qu'il veut. S'il veut rouler, il ment. C'est du déclaratif, quoi. Merci.
Je pense qu'il leur faudrait vraiment un staff, comment dire, vraiment indépendant par rapport à la moto. Je sais pas, par exemple, tu te déplaces dans un pays, ça se fait pour d'autres sports. Tu te déplaces dans un pays, tu as des médecins commissionnés par le pays organisateur. Ils constituent, je sais pas, un collège, ou peu importe. Voilà, c'est ça, une sorte de Croix-Rouge ou de médecin. Au lieu que ce soit la clinique mobile, bon, que tu gardes forcément pour pouvoir, avec du personnel, pour pouvoir traiter les gros problèmes tout de suite, évidemment. Mais d'avoir aussi un référent à côté qui dise, ben voilà, il est pas en état moi je dis qu'il est pas en état de continuer, et pas un docteur qu'ils ont l'habitude de voir au final sur chaque course, puisque mine de rien ça crée des affinités. Après ça peut créer aussi des problèmes annexes, un médecin qui connaîtrait pas bien le sport ou des choses comme ça, mais voilà, peut-être un peu plus d'indépendance dans les décisions. Et puis sinon on en parlait tout à l'heure pour Assen, mais que la direction de course qui est prompte à sortir ses décisions. Le drapeau noir, il existe. Et quand il y a un problème de sécurité, comme il y a eu le cas ce week-end, je suis désolé, il n'a pas à repartir. Quand bien même c'est beau, c'est vaillant, c'est tout ce qu'on veut, c'était dangereux. Donc, il y a un manque de considération dans la globalité sur les pilotes et leur sécurité, comme on a pu le voir avec Fernandez en début de saison. On l'a dit plusieurs fois, mais voir Fernandez partir avec des échymoses sur le visage, et que ce soit le pilote lui-même qui dit en fait, les gars, vous m'avez déclaré fit, mais c'est pas possible. Ou qui laisse Canet aller courir alors que le mec s'est pris, c'est un accident de voiture, mais il a quand même une luxation du nez, tout ce que tu veux. Ou encore Fabio qui tombe. Ils le savent. Ce week-end, ils le savaient que la combinaison alpine, à un moment donné, si c'est un cas avéré, qu'il n'y a plus d'airbag quand ils laissent repartir, qu'il y a un vrai manque de considération et que là, on passe la limite de. On les fait courir pour les faire courir, et en fait, c'est des pions qu'on met sur des motos et vas-y, ramène les points, ramène l'argent. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste à voir. Après, c'est pas un fait nouveau. Je pense qu'il y a des choses à changer, mais qui sont pas récentes. Oui, comme on disait, le mec, Fabio, il tape la tête, qu'est-ce qu'il tape ? Non, tu repars pas. Même lui devrait arrêter l'inconscience aussi. Après, c'est je sais plus si c'est Morbidelli ou un des mecs de chez Ducati qui disait ça, mais qui disait que s'ils avaient un protocole commotion comme ils avaient en F1, où à partir du moment où la tête cogne, tu ne repars pas, ils repartiraient jamais, et qu'il y aurait un nombre de pilotes dans le week-end qui repartiraient pas, parce que dans tous les cas, quand ils chutent, même en essai, il y a un moment donné où ta tête elle tape. Au lieu de rouler à 100%, il roulera à 90%, c'est pas mais s'ils roulent tous à 90%, c'est très bien. Protocole commotion, ils sont pas obligés de pas rouler, ils vont faire un scanner, et c'est ça le protocole commotion. Tu fais un scanner et tu vois s'il y a un trauma. S'il y a pas de trauma, tu roules, s'il y a un trauma, tu roules pas, point. Mais là, les mecs qui se tapent la tête, ils remontent direct. On reste je sais pas ce qu'ils font comme examen. Il y a pas. Ils font pas de scanner. Bah non. Non, mais c'est du déclaratif. Et puis après, quand t'as un pilote qui dit j'ai roulé dans le brouillard, je me souviens pas de ce que j'ai fait pendant toute la FP du matin. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai fait quoi comme temps? Je sais plus, c'était... J'avais lu ça aussi. Ouais, c'est sorti. Tu voulais dire quelque chose, Paul? C'est là qu'on voit en fait que le sport est encore encore jeune, entre guillemets, un peu en train encore de se professionnaliser, dans le sens où on fait beaucoup le comparatif avec la F1, mais tout ça, c'est des problèmes qui ont eu lieu en course de voiture et qui sont maintenant réglés. Maintenant, ils ont d'autres soucis, mais pour la moto, ça fait encore partie un peu du folklore de la moto. Donc, on a vu assez de drames, quoi. Là, il y a un moment... on n'est pas les seuls à le voir, donc je pense qu'il faut clairement travailler là-dessus. Je suis d'accord avec Paul sur le panel de médecins indépendants, mais pas des médecins du pays, parce que t'imagines la pression si tu exclus Marc Marquez du Grand Prix de domicile, comment t'as plus de vie, surtout si t'es indonésien ou si t'es italien, on va dire qu'il a favorisé les Italiens ou les Espagnols. Mais oui, sinon, Pierre, si t'es espagnol, t'as intérêt de changer de pays. C'est ça. Tu veux pas mettre des casques bleus quand même. On a fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, si ce n'est le petit jeu des pronostics qu'on avait fait en début d'année? Non, on en a assez parlé de la direction de course et du délai qu'ils mettent pour prendre des décisions. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter là. Sur ce, on clôt ici. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Ophélie. Merci Cyril. Merci Pierre. Merci Olivier. Paul. Merci Stéphane. Salut tout le monde. Et on se retrouve début août pour la reprise du championnat. Qui se déroule où? À Silverstone, avec le long lap de avec la Fabio Quartararo. Salut à tous. Salut. Je sais pas lequel de vous a son portable connecté sur internet, mais ça fait des larcènes. Moi, mais je peux mettre en mode avion. Je sais pas qui ronfle, mais ça fait des ronflements. Putain, on va voir ça par contre.
Et je trouve qu'il arrive quand même à se mobiliser sur les courses pour. C'est où? Tu préfères ça ou le bruit de mon chat qui marche sur le clavier? Je préfère ton chat. Prochaine fois, on amène le chat. Ouais. Comment tu vas couper ça au montage? Ça, je pense que c'est les deux micros là qui captent, donc je vais les couper. On va les muter. Mais est-ce que c'est mieux les bruits de gens qui boivent et qui parlent fort ou des ronflements en Je général? pense que c'est les bruits qui parlent fort. Les gens qui parlent fort, c'est pas Imagine qu'on on n'a a pas parlé de encore Moto 2 attaqué. encore. J'allais la faire. J'allais la faire.